Pourquoi sommes-nous plus attirés par certaines personnes que par d'autres? Pourquoi certaines rencontres nous donnent le sentiment de nous révéler à nous-mêmes, alors que d'autres révèlent un côté plus ombrageux, des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir? En astrologie, on connaît souvent le point de l'ascendant, et souvent beaucoup moins bien celui du descendant. Le descendant complémentaire à l'ascendant. L'ascendant, c'est l'apprentissage du moi. Le descendant, c'est l'apprentissage du nous, la projection de soi à l'autre, ce qu'on vit avec l'autre. Et c'est un point très important à étudier sur votre carte natale. Alors, le descendant, ce qui s'y trouve, l'énergie en signe qui s'y trouve, va révéler ici effectivement une énergie dans laquelle on est amené à lier relation. Peut-être ce qu'on va chercher chez l'autre qui se lie avec nous. Dans les notions de couple, dans les notions de relation, dans les notions de ce qu'on projette de soi en face de soi. Mais le descendant, ce qu'il y a en face de nous révèle aussi une partie de nous-mêmes. Et une partie de nous-mêmes qu'on doit travailler. Parce que sur une roue zodiacale comme celle-ci, toute la roue zodiacale, tous les points de la roue zodiacale, c'est vous. Vous et vous-même, le moi, l'identité, la maison 1. Mais en maison 7 qui commence par le descendant, c'est vous avec l'autre. En fait, c'est comme Tintin, Tintin en Amérique, Tintin au Congo, c'est toujours Tintin. Ici, c'est aussi toujours Tintin. C'est toujours vous, en fait. C'est vous, vous avec vous-même, votre identité, vous dans votre vie sociale en haut du thème, vous dans votre grandissement de votre enfant intérieur, dans le foyer, dans la famille, en maison 4. Et ici, au descendant, le point le plus puissant de la maison 7, c'est vous, et en maison 7 par ailleurs, c'est vous dans la relation, c'est vous qui vous projetez à l'autre, c'est vous qui vous engagez avec l'autre, mais c'est vous ici. Le nous, c'est pas l'autre, le nous, c'est vous avec l'autre. Et ça, c'est très important de considérer au descendant, vous voyez, c'est ce point-là. Et on va étudier ça signe par signe. Pour chacun des signes, du bélier au poisson, quel est l'enjeu d'avoir le descendant, donc ce point, ce triangle en gras, sur votre carte natale. Donc on va étudier chacun des cas de figure, signe par signe, et on va voir à chaque fois un petit exemple pour illustrer de quelqu'un d'un peu connu, que vous connaissez, vous, que la plupart des gens connaissent, sinon j'expliquerai qui c'est, et comment cette personne qu'on peut connaître tous ensemble, comment cette personne évolue dans son enjeu du descendant, donc dans sa projection à l'autre. Donc dans ce qu'elle vit avec l'autre, donc dans son champ relationnel. Donc ici, avant de commencer signe par signe, donc là on est pour le signe du bélier, vous voyez qu'on est en bélier ici, on va d'abord parler du principe du descendant. Le descendant, par exemple, si vous avez une carte natale, vous avez le soleil quelque part. Le soleil en signe, vous êtes bélier, vous êtes taureau, ok, très bien. Mais le soleil en domaine de maison est tout aussi important. Les domaines de maison, c'est des domaines de vie concrets. Et il y a 12 grands domaines de vie en astrologie sur la roue zodiacale. Quand le soleil éclaire quelque part, c'est qu'il faut vous y voir dans ce domaine de vie d'une manière particulière. On va vous voir dans tous les domaines. Maison 1, l'identité, maison 2, la vie matérielle, maison 3, les rapports à l'entourage, maison 4, plutôt la famille, maison 5, l'affirmation de soi, la création, ce qu'on enfante. Là où est votre soleil en maison, c'est un domaine de vie où il s'agit de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, où il y a un certain enjeu de vitalité. Et si vous avez par exemple le soleil proche du descendant, c'est que vous êtes né plutôt le soir, quand le soleil se couche. C'est pour ça qu'on appelle ça le descendant. Si vous avez un soleil proche de l'ascendant, c'est que vous êtes né au lever du soleil. Si vous avez le soleil au descendant, c'est que vous êtes né au coucher du soleil. Donc ça, c'est un moyen aussi de repérer. Alors si vous avez le soleil en maison 7 ou proche du descendant, ça veut dire que le champ relationnel est un enjeu d'affirmation chez vous, de création, un enjeu de vitalité, un enjeu de confiance en soi. Donc ça, c'est très important à considérer. Donc le descendant, qu'importe le signe dans lequel vous avez le descendant, c'est l'apprentissage du nous, et donc les maîtres, les planètes maîtresses du signe que vous avez au descendant, par exemple pour le bélier, ça va être Mars, que j'ai entouré ici. Mars pour le bélier, Vénus pour descendant balance par exemple, Mercure pour un descendant vierge ou gémeaux, etc. Toujours regarder en lien avec
le signe que vous avez au descendant, où se situe la planète maîtresse du descendant. Ça, c'est des choses à considérer. On le verra signe par signe à travers les exemples de descendants dans chacun des signes. Et à chaque fois, on verra où se situe le maître. On parlera de l'enjeu, d'où se situe la planète maîtresse du descendant. Ça va être important aussi. Donc, le descendant, c'est l'apprentissage du nous. Complémentaire avec l'ascendant, l'apprentissage du moi. Et c'est toujours diamétralement opposé. Donc, si vous avez un descendant bélier, forcément, vous avez un ascendant balance. Si vous avez un descendant poisson, forcément, vous avez un ascendant vierge. Donc, le travail entre le moi et le nous se fait dans un axe complémentaire en signes. Ces deux signes, vous voyez, on peut prendre des oppositions en signes, par exemple la balance et le bélier, comme un grand signe, qui, pour être entier, doit vivre les deux énergies. Donc ici, la balance, vénusien, aimer, comprendre qui l'on aime être, et le bélier, agir, pour faire valoir qui l'on aime être. Donc par exemple ici sur le descendant bélier, on voit que c'est quelqu'un, moi j'ai aussi un ascendant balance, donc c'est quelqu'un qui doit comprendre qui il aime être pour savoir quoi faire, pour faire valoir qu'il aime être. Parce que si on n'agit pas, personne à votre place fera valoir votre vision du juste, du beau, de l'équitable, votre vision des choses, votre manière d'être, ce qui vous valorise à votre place. Et ça c'est l'enjeu par exemple ascendant balance et descendant bélier. Mais ici on va se pencher sur le descendant, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur l'ascendant, je vous la montre, donc si vous êtes curieux de savoir, ça c'est le site astrocaca.fr, si vous voulez commander un thème par exemple, ou voir les articles que j'écris aussi sur le site. Vous avez cette vidéo ici, est-ce qu'on la voit? Voilà, l'ascendant. Ça c'est ascendant signe par signe. Aujourd'hui, on s'occupe du cas du descendant. Et le descendant, croyez-moi, c'est pas quelque chose à minimiser sur la carte. Principe fondamental concernant le descendant, qu'importe le signe dans lequel est le descendant, c'est que le descendant étant un apprentissage comme l'ascendant, on va nécessairement faire l'expérience de l'ombre du signe dans son champ relationnel, dans sa relation aux autres. Et donc on va pouvoir éventuellement, si on n'assume pas, et c'est normal, on apprend au descendant, on apprend comme à l'ascendant, on apprend à être avec l'autre, on apprend à maîtriser l'énergie qu'on a au descendant dans ce qu'on vit avec l'autre. Et si on n'assume pas cette énergie, si on ne la maîtrise pas, on pourrait éventuellement attirer l'ombre du signe qui vient de l'autre, ou l'ombre du signe qui est projetée par soi. Et c'est une expérience. Et toute expérience, quelque part, est bonne à prendre, parce que si on apprend, on se construit, fruit de l'expérience, une solidité dans la maîtrise de cette énergie, une notion très saturnienne, très propre au travail et à l'enjeu de l'ascendant et du descendant. Donc au descendant, pour pouvoir repérer comment vous vivez le descendant, souvent quand ça se passe bien, quand l'énergie est bien maîtrisée, on ne va pas s'en rendre compte. Par contre, quand ça ne va pas, et quand on vit l'ombre du descendant, quand on n'ose pas utiliser l'énergie qu'on a au descendant pour soi, la nature ayant horreur du vide, l'ombre va arriver. L'énergie va être utilisée. Si elle ne l'est pas par vous, elle le sera par l'autre qui se lie à vous, que vous rencontrez en face de vous, avec qui vous liez relation, là où vous vous engagez. Vous voyez, le descendant, c'est aussi tout ce qui peut être contractuel, tous les engagements, la question de l'engagement. Dans les passions amoureuses, évidemment, ça concerne ça, pour le couple. Et évidemment, les synastries, donc les comparaisons de thèmes, entre vous et quelqu'un, vous, un amoureux, une amoureuse, vous, un collègue de travail, des personnes, vous et vos parents. Une synastrie, c'est une comparaison de deux thèmes. Dans chacun des thèmes, il faut regarder le descendant. Puisque le descendant, c'est votre rapport à l'autre, et c'est l'énergie qui régit votre rapport à l'autre. Mais parfois, et comme c'est un apprentissage, on va vivre cette ombre, à travers ce qu'on projette, à travers ce qu'on n'ose pas utiliser de cette énergie qu'on a au descendant, et donc à travers parfois l'autre qui vient amener son énergie sur notre descendant, l'énergie qu'on a sur notre descendant, sauf qu'elle vient de l'autre, et si c'est l'autre qui décide, il ne décidera pas forcément pour vous. Alors il vous fera peut-être vivre l'ombre du descendant. Et alors l'ombre du descendant vous fera vivre l'ombre de l'ascendant. Donc on va passer tout de suite à l'ascendant bélier ici, parce que sur cet exemple, ça va être parlant. L'ascendant balance, le descendant bélier. Donc, descendant bélier, nous avons donc ici une carte exemple. Je vais vous révéler qui c'est. Pour pouvoir apprendre l'ascendant, faire valoir sa vision des choses, comprendre, la balance c'est mental, comprendre qui on aime être, soi, le moi, comprendre, le formaliser, le traduire, pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire valoir, pour que les
plateau de la balance s'équilibre entre soi et l'autre. C'est un signe très relationnel, la balance. Donc le moi se travaille beaucoup dans le nous, particulièrement sur cet ascendant. Dans le descendant, dans ce qu'on vit avec l'autre, il faut agir. Ici, c'est la question d'agir, c'est la question de démarrer, c'est la question de commencer, c'est la question d'initier, c'est la question d'entreprendre. Et ce n'est pas une facilité pour l'ascendant balance qui peut très facilement faire l'expérience de l'ombre de l'indécision. On a une vision panoramique, on se rend compte qu'il y a d'autres autour de soi. Qui sommes-nous pour bouger une pierre, qui bouge une autre pierre, qui bouge une autre pierre? Or, c'est l'enjeu du descendant bélier. C'est d'oser agir, s'approprier cette énergie dans le relationnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut mal agir, ça ne veut pas dire qu'il faut agir dans l'ombre, ça ne veut pas dire qu'il faut donner des ordres, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arroger le droit de prendre comme ça sans considérer l'autre. Non, car on est ascendant balance. Pour se construire son moi, on doit considérer l'autre. Mais pour faire valoir qui l'on comprend, qui l'on doit comprendre, aimer, être, il faut agir. Personne le fera à votre place. Donc il y a une dynamique d'action comme ça dans le descendant bélier. Alors, pour pouvoir faire valoir votre vision des choses, on vous oblige à agir. Mais comme c'est pas facile, il y a des moments où vous n'oserez pas agir. Il y a même des moments où vous ferez violence et vous vous forcerez à agir. Auquel cas, vous ne serez pas forcément connecté à vos valeurs, à ce qui vous valorise. Auquel cas, vous allez être dans l'ombre du bélier, l'ombre qui fait la guerre, l'ombre de celui qui décide et qui agit à la place de l'autre sans avoir de considération pour l'autre. Et parfois, c'est des expériences à vivre pour en osant faire, vous voir faire. Et voir si ça correspond à votre vénusien, à qui vous aimez être ou pas. Et corriger éventuellement. Et quand on peut vivre ici l'ombre de l'énergie au descendant, donc l'ombre du bélier qui vient de l'autre, c'est l'autre qui va agir à votre place puisque vous n'osez pas agir. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'approprie l'énergie bélier dans ce que vous vivez avec l'autre. Alors si c'est pas vous, ça va être l'autre. Plus ou moins bienveillant. Alors, si vous avez de la chance, il va décider des choses qui vont vous aider parce que c'est quelqu'un qui vous aime, parce que il va vous faire voir comment on peut utiliser l'énergie bélier efficacement et positivement, de manière vénusienne quelque part, paradoxalement. Mais c'est lié, Mars au descendant, c'est Mars dans ce qu'on vit avec l'autre, et c'est Vénus sur soi, c'est au nom du Vénus sur soi de qui l'on aime être, qu'on agit dans ce qu'on projette de qui l'on aime être à l'autre. Mais si on n'assume pas cette énergie, la personne peut-être un peu moins bienveillante, parce qu'on fait tous nos expériences de vie, la personne qui va venir à vous peut venir à vous avec des décisions qu'il prend, des choses qu'il entreprend, qui ne sont pas en adéquation avec votre vision des choses, avec votre valeur, avec vos manières d'être. En tout cas, il y a cet enjeu d'apprentissage de l'action. Concernant ce descendant, évidemment, on va regarder sur votre thème, si vous faites partie de ces gens-là qui ont un descendant bélier comme moi. Moi, j'ai un descendant bélier, je suis ascendant balance, j'ai un descendant bélier, je peux vous faire part de cette expérience. Ça n'est toujours pas évident aujourd'hui pour moi de prendre des décisions pour l'autre. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il aime, mais qu'est-ce que machin, et bon, moi j'ai une bonne conscience aujourd'hui, fruit de l'expérience, de l'ascendant balance, de ma vision de ce qui est juste. Mais comment je fais naître ça dans une action, au-delà de juste dire, au-delà de juste représenter, comment j'agis concrètement, je fais naître des choses, je prends des décisions, j'entreprends des choses au nom de ma vision des choses. Qu'est-ce que je mets en mouvement dans ce que j'engage, par exemple sur la chaîne AstroCaca, je fais vivre d'une manière, vous regardez mes anciennes vidéos, mais parfois je donne un peu mon avis sur certaines choses, notamment collectives ou politiques. Pas toujours, je fais des efforts, parce que j'essaye d'être quand même objectif, ici le but c'est de passer de l'astrologie, mais j'ai une vision des choses, et à travers ce que je fais ici, j'agis pour le faire valoir. En tout cas, ma passion pour l'astrologie, j'agis pour la faire valoir, et pour peut-être vous inciter, vous, à agir dans ce domaine-là, soit en faisant de l'astrologie vous-même, soit en vous intéressant à ce support. Donc ici, il s'agit d'apprendre à être celui qui fait, et ce n'est pas une évidence, c'est un apprentissage, c'est pas inné, c'est à acquérir. Donc on peut vivre des moments où on va avoir tendance dans la relation à laisser le bâton de décision, le coussin de parole ou je ne sais quoi, à l'autre. Et l'idée c'est justement d'apprendre à agir. Alors, le positionnement de Mars maîtrise le bélier. Tout comme le maître d'ascendant par rapport à l'ascendant, donc là ce serait Vénus, nous donne les énergies, les domaines privilégiés à travers lesquels vous avez à apprendre en balance à comprendre qui vous êtes et à faire valoir qui vous aimez être, à vous sentir estimé, à vous reconnaître à vous-même dans ce que vous estimez de vous.
au descendant, le positionnement de Mars va représenter là où il se positionne, en signe en maison, des énergies et des domaines privilégiés à travers lesquels vous êtes amené à agir avec l'autre. Ici, on a Bill Clinton. Alors, Bill Clinton, c'est un ascendant balance, donc c'est un descendant bélier. Et voici sa carte. On ne va pas faire une étude de sa carte, c'est juste pour l'exemple. Où est-ce que se situe, par exemple, et vous pouvez faire le même exercice, vous les descendants bélier, donc les ascendants balance, le même exercice où se situe Mars sur votre thème. Et ici, Mars, chez l'ami Bilou, c'est sur l'ascendant, donc c'est sur le mois. Donc c'est marrant parce que je suis un peu comme lui parce que j'ai aussi Mars à l'ascendant, donc ça correspond sur les vidéos de l'ascendant. J'avais mis ma propre carte pour les curieux, vous pouvez aller voir la vidéo sur l'ascendant. Donc ici, c'est quelqu'un justement, c'est un Mars en exil, donc on positionnait en signe. Est-ce que c'est un positionnement challengeant? Oui. Mars en balance, c'est le feu dans la balance. Il y a une nécessaire énergie de feu qui doit bousculer des équilibres préexistants pour qu'il puisse en tant que lui agir de manière à faire valoir qu'il est maître dans ce qu'il vit avec l'autre. Et bon, moi j'ai pensé évidemment à Bill Clinton au niveau relationnel. Pourquoi j'ai pensé à lui au niveau relationnel? Parce que il y a eu toutes ces affaires, déjà récemment là, les affaires Epstein, il est un peu trempé dedans, hein, je ne dirais pas le mot, parce qu'on est gentil ici, mais enfin bon, c'est pas Jojo. Mais avant ça, il y avait l'affaire Monica Lewinsky. On sait que voilà, il est avec Hillary Clinton. Et il y a une autre carte où j'ai mis Hillary Clinton exprès. Voilà, où est son descendant à elle. Et lui, c'est quelqu'un qui a un descendant bélier, donc qui a un enjeu d'action, de décision dans le rapport à l'autre. Et il se trouve qu'il a eu une vie relationnelle assez tumultueuse, visiblement. En tout cas, en public, on l'a plus ou moins su que voilà, c'était quelqu'un qui est un peu butiné comme ça hein, dans les relations. Et bon, tant que c'est avec des majeurs, ça va. On verra ce qu'ils nous disent les dossiers Epstein. Ça fait un peu peur. Et lui, c'est quelqu'un aussi, c'est un homme politique qui a pris des décisions dans les engagements avec l'autre. C'est pas que le descendant, attention, la maison 7, c'est pas que le champ relationnel. C'est aussi les engagements qu'on prend. Quand je dis ça peut être même administratif ou contractuel. Donc ici, c'est un homme politique qui a agi au nom de sa vision des choses, de ses valeurs, qu'on estimera telle ou telle. C'est pas l'idée de donner son avis. Mais c'est quelqu'un qui a fait valoir sa vision du juste à travers ce qu'il a engagé à l'autre en agissant et en prenant des décisions. C'est un président des États-Unis, il a pris des décisions qui ont contraint d'autres. On estimera plus ou moins que c'est dans l'ombre ou dans la lumière du bélier. En tout cas, il a eu cet enjeu d'action. Et je trouve que son thème est intéressant parce que ça le personnifie le moi qui agit au nom de sa vision du juste et qui projette son action à l'autre. Et c'est vrai que souvent, par exemple, notre cher président bienfaiteur Macron, c'est quelqu'un qui n'a pas le bélier au descendant, mais qui a Mars au descendant. Donc c'est quelqu'un qui agit sur l'autre. Les Mars au descendant, ils agissent sur l'autre. Les enjeux de descendant bélier, ils doivent prendre des décisions sur les autres. Après, est-ce que les décisions seront les bonnes? Est-ce qu'elles feront vivre aux autres l'ombre du bélier ou la lumière? C'est selon les avis de chacun. Et il n'est pas question ici de juger, même si j'en pense bien des choses de ce personnage. Mais voilà, je vous laisse à vos propres interprétations. Ensuite, on va passer au descendant taureau. Alors, le descendant taureau, une salle de ambiance, ici on a la carte de Vanessa Paradis. Rien à voir. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des chanteurs, il y a des politiciens, j'ai essayé de prendre des gens connus. Donc le descendant taureau est forcément un ascendant scorpion. Le descendant taureau, il faut trouver dans la relation à l'autre une terre d'ancrage. Une terre solide, une terre vénusienne dans l'idéal. Il s'agit de trouver dans l'autre, dans ce qu'on vit avec l'autre. Attention, c'est pas l'autre, c'est ce qu'on vit avec l'autre. Dans ce qu'on vit avec l'autre, dans ce qu'on engage avec l'autre, dans ce qu'on vit dans le champ relationnel, un ancrage, quelque chose qui nous rend solide. Parce que l'ascendant scorpion, il a besoin de la terre taureau, d'ancrage avec l'autre pour pouvoir continuer à fouiller sur la vérité de qui il est lui-même, d'une manière ou d'une autre. Et il se trouve que dans ce qu'on connaît de la vie de Vanessa Paradis, c'est quelqu'un pour qui le relationnel a eu beaucoup d'importance, notamment dans ce qu'elle a fait dans la vie. Elle a été chanteuse, elle a été actrice, et souvent, elle a été, un coup, je crois savoir, quand elle faisait de la musique, elle a été avec beaucoup de musiciens, type Lenny Kravitz. La relation, après, c'est pas forcément amoureux. Par exemple, elle a fait des albums avec M, elle a fait des albums avec Gainsbourg. Bon,
le relationnel, en tout cas elle sait choisir des artistes qui donnent ancrage à sa spécialité puisqu'elle a Vénus en Sagittaire. Et Vénus en Sagittaire aussi ici en maison 1, ça la représente. Ce qu'elle fait de vénusien, les directions qu'elle prend, la concentration d'énergie active dans laquelle elle se valorise. C'est une chanteuse, c'est une actrice, c'est un domaine de spécialité. Le Sagittaire, il a besoin de cibler, viser juste pour viser loin, pour être elle, au-delà de ce d'où elle vient quelque part. Ça c'est l'énergie du Sagittaire. Le relationnel sert d'ancrage pour accueillir ce feu vénusien qui la représente. Et dans l'autre, elle a souvent trouvé des supports terriens, donc des musiciens, des réalisateurs, des amis, pas forcément des relations amoureuses, il y a eu aussi, mais qui lui permettent, en tout cas ça a été son chemin, et on jugera de comment on peut être opportuniste ou pas, hein, c'est pas la question ici, mais effectivement l'autre, la personne à qui elle lie relation, la personne avec qui elle s'engage, a servi de socle pour pouvoir exercer sa fonction vénusienne qui est sur elle, sur son moi. Donc, quand vous avez un descendant taureau, il s'agit de pouvoir, et c'est pas une évidence, c'est pas une évidence parce que quand on vit l'ascendant scorpion, si vous êtes ascendant scorpion, il y a une quête de soi, une quête profonde, une quête au-delà de ce qui empêche de voir sa vérité à soi. Vous voyez, la vérité de ce qui est sous les surfaces visibles, sous les situations, les personnes qui nous expliquent la vérité de qui on est à notre place. Alors, on va vivre des rapports de domination, des schémas de peur qui nous empêchent de voir qui on est au fond. Et l'ascendant, le moi scorpion, a cette quête dans son incarnation, dans son identité. Chercher son identité. Et ne pas, justement, vivre l'ombre du taureau en se posant sur, finalement, une terre de fixité, de matérialité, de possessivité, qui vont constituer non un ancrage bienveillant, mais quelque part des habitudes, des fixités qui décideront de qui on est. Alors peut-être qu'on va se lever sur je suis avec tel ou tel, je vais faire ci, je suis avec tel ou tel, je vais faire ça. Je m'engage dans telle ou telle chose, ça me permet de me représenter d'une telle ou telle manière, alors qu'en fait, je dirais que sur ce schéma-là, il faut d'abord trouver sa vérité pour irriguer de sa vérité à soi qui on est au fond, la terre qu'on travaille avec l'autre, pour que cette terre soit fertile. Et c'est vrai qu'au descendant taureau, dans le relationnel à l'autre, dans ce qu'on engage avec l'autre, on peut trouver parfois, si on n'assume pas la solidité de sa terre de printemps, hein, la terre vénusienne, le taureau, hein, se sentir solide dans le qui on est maître et le vivre avec l'autre d'une manière solide, on peut parfois vivre des habitudes et des fixités où c'est l'autre qui va venir et qui va nous posséder. La possession, le taureau, comme si on était un objet. L'autre va venir nous posséder dans des habitudes, dans des fixités, dans des matérialités, avec des il faut que, avec c'est bien comme ça. Et alors, quelque part, cette terre vénusienne qui nous submerge comme ça, qui nous ensevelit, c'est pas vraiment une terre vénusienne, c'est plutôt la terre vénusienne de l'autre. Elle va un peu nous expliquer, à travers ce qu'on vit concrètement avec l'autre, la vérité de qui on est soi. Et alors on va être un scorpion qui s'ensevelit sous cette terre d'habitude taureau. Donc si vous avez un descendant taureau, ça va être important de creuser le sens profond de qui vous êtes pour en irriguer ce que vous vivez avec l'autre. Sinon, vous risquez de vivre une terre d'habitude avec l'autre, qui est une terre un peu sèche, pas très fertile, un peu chiante au bout d'un moment. C'est toujours vous, hein. L'ancrage c'est vous. Et connecté évidemment avec là où se situe Vénus dans votre thème. Là pour le cas de Vanessa Paradis, c'est en maison 1, d'ailleurs il y a quelque chose d'artistique, vous voyez il y a Neptune à côté, puis il y a Mercure qui communique. Donc elle c'est par l'artistique, elle c'est par le domaine de spécialité, qu'elle a trouvé son ancrage avec l'autre. Évidemment, si elle ne croit pas en sa vérité, elle va s'enterrer dans les fixités de l'autre, il faut ci, il faut ça. Et du coup, les voies qu'elle va viser en tant qu'elle-même, ce sera les voies de la fixité de la vie avec l'autre et de l'engagement avec l'autre qui lui diront quoi faire et où aller, quelque part. Donc l'ascendant taureau, dans le relationnel, le descendant taureau, dans le relationnel, l'ancrage, c'est vous. C'est vous, c'est qui vous aimez être. C'est vos valeurs qu'il faut asseoir parce que vous avez besoin d'un socle solide pour pouvoir continuer à creuser votre vérité, Scorpion. Ensuite, on passe à le descendant Gémeaux. Alors, le descendant Gémeaux, ici, bon, c'est particulier, c'est fin Gémeaux, mais c'est Gémeaux quand même. Ça veut dire que l'apprentissage, il est Gémeaux avant tout dans le relationnel à l'autre, mais qu'ensuite on va être dans le Cancer, en maison 7.
l'apprentissage Gémeaux, c'est comprendre, c'est traduire. C'est être au clair. Là où il y a le Gémeaux, il faut être au clair. Être au clair, pourquoi? Pour le Cancer, pour être bien, pour être en phase avec soi, dans ce qu'on vit avec l'autre. Alors, en Gémeaux, il faut assumer que celui qui doit comprendre et mettre les choses au clair et traduire, c'est vous, pour pouvoir bien communiquer, bien véhiculer le message. Et si on n'assume pas cette énergie des Gémeaux, on peut vivre l'ombre des Gémeaux par soi à l'autre ou de l'autre qui vient à soi, auquel cas on va rencontrer le mensonge, la tromperie, la malhonnêteté et surtout le fourvoiement. Quand on croit que quelqu'un nous dit la vérité, c'est que on a cru soi, on s'est fourvoyé, on a cru que il nous disait la vérité. Il ne faut pas tomber dans la parano non plus et que c'est inverse. Mais il faut réussir à être au clair sur le fait que on n'est jamais 100% au clair ni avec soi ni avec l'autre. Il faut toujours se laisser une petite occasion de la marge d'erreur. Pourquoi pas? Ça permet toujours d'apprendre. Mais il est possible qu'au descendant Gémeaux, parfois, il y ait des révélations. Où on se rend compte qu'on s'était gouré. Et là où on a le Gémeaux, quelque part, il faut être au clair. Mais être au clair, c'est souvent le fruit du fait de s'être rendu compte qu'on s'était trompé parfois, ou qu'on s'est senti trompé, ou qu'on a été factuellement trompé. Alors trompé dans les relations, vous me voyez voir venir, mais c'est pas que ça. C'est, voilà, penser avoir été au clair dans ce qu'on projette à l'autre, soit, alors qu'en fait, on n'était pas tellement au clair que ça, il y a certaines situations qui nous le révèlent. Donc, le descendant Gémeaux, c'est important d'avoir du recul, si vous voulez. Puis c'est important évidemment de considérer où se situe Mercure dans votre thème, pour savoir qu'est-ce que vous avez à comprendre dans ce que vous vivez, dans ce que vous engagez avec l'autre, pour pouvoir être le plus au clair possible et diffuser, véhiculer un message tout aussi clair. Il y a besoin, c'est du mental, c'est de l'intellectuel aussi. Il y a besoin d'intellectualiser aussi dans la relation. Il y a besoin que les choses puissent se formaliser, s'expliquer, même voilà, avoir des relations, par exemple si on parle de couple, des relations, voilà, on peut avoir des discussions intéressantes, où on peut un peu nourrir son mental, ça va être important. Mais évidemment, si on n'assume pas l'énergie des Gémeaux pour soi, bah c'est l'autre qui peut venir vous expliquer la manière dont vous comprenez les choses, la façon dont vous devez communiquer. Évidemment, si cet autre est malveillant, il peut vous mentir, il peut vous tromper, hein, il peut vous amener parfois au gré de certains transits. D'ailleurs, c'est important, on n'en a pas parlé, les transits sur votre descendant, très important, et dans votre maison 7. Quand vous avez des planètes qui transitent là, type, là on va avoir Mars, tiens, sur le descendant Gémeaux bientôt, ici. Là, ici en Gémeaux, il y a Mars en Gémeaux en ce moment. Si vous avez un descendant début Gémeaux, il y a Uranus. Uranus, c'est un peu la planète des évolutions, des innovations, mais c'est aussi la planète du divorce, ou c'est la planète des évolutions dans la relation, vous voyez? Donc, ça marche souvent. Des gens qui ont Uranus qui passe sur le descendant, il y a une petite activation par Mars, et là, il y a certaines évolutions, voire ruptures dans les relations. C'est toujours des choses possibles. C'est beaucoup arrivé quand Uranus était en taureau, et pour des personnes qui ont eu un descendant taureau, par exemple, ou une maison 7 en taureau. Uranus est passé, il a mis son vent des tempêtes, et Uranus, comme il est en chute en taureau, ça a un peu piqué, évidemment. Mais regardez aussi dans les transits, ce que vous allez regarder évidemment dans votre thème natal. Si vous avez des planètes proches du descendant, c'est forcément des dominantes dans votre thème. Et c'est des dominantes au niveau du relationnel. Regardez, chaque fois, évidemment, la planète qui maîtrise le descendant, qui n'est pas nécessairement à côté du descendant, mais qui est importante. Ici, par exemple, c'est les Gémeaux. Les Gémeaux, hein, qui maîtrisent le descendant, les Gémeaux Mercure, pardon, le messager des dieux, qui maîtrise les Gémeaux. Par exemple, sur cette carte ici, c'est en Vierge. C'est en Vierge. Et si on regarde bien sur la carte, on voit que Mercure, qui maîtrise le descendant, est au carré avec deux autres planètes en Gémeaux. Enfin, plutôt une seule, la Lune Noire, puisque la Lune est en toute fin taureau. Mais la Lune Noire, c'est l'ombre des Gémeaux. L'ombre des Gémeaux en maison 6. Maison 6, c'est le fonctionnel, l'organisationnel. Tiens, des façons de faire qui ne sont pas forcément les nôtres. Et puis on croit que c'est clair. Et puis on croit qu'on fonctionne efficacement. Et puis pas forcément. Il faut comprendre comment fonctionner. Et notamment comment fonctionner avec l'autre. Sous quelle forme. Quel instrument on utilise, hein. On utilise une guitare, on utilise un piano, hein, pour pouvoir vivre sa relation avec l'autre. Avec quels moyens, de quelle manière, comment on fonctionne pragmatiquement. Ce thème-là, c'est celui de Karine Lemarchand. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi j'ai pensé à elle? Parce que elle anime une émission où elle lie des relations entre agriculteurs. Voilà. Et si, bon, je regarde pas tellement la télé, j'ai pas trop vu son émission, mais
il y a quelque chose de très, tiens, la vie à la ferme, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner? Et puis il y a les problématiques de chacun, et comment on arrive à s'accorder dans une vie en commun. Vous voyez, on est très sur le fonctionnement. Et puis c'est quelqu'un qui explique qu'il y a une fonction, aussi un engagement, où elle explique, ou un contrat, voilà, elle gagne du pognon avec ça, où elle explique des choses qui concernent le relationnel. Donc c'est intéressant, vous voyez. Il y a de l'intellect qui se fait sur la question du relationnel. Et c'est quelqu'un qui travaille, qui contractualise dans quelque chose de communicationnel. Et dans son communicationnel, l'émission, il est pas mal pour sa carte. L'émission, c'est quoi? L'amour est dans le pré. Ça explique du fonctionnement, vous voyez? Fonctionnement, expression sociale. Sa manière de voir les choses et peut-être d'exprimer à travers son rôle social quelque chose de l'ordre du fonctionnement dans le relationnel. Donc, très intéressant ici. Donc, les descendants Gémeaux, très important de considérer ce que vous comprenez de vous dans la relation, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous traduisez les choses, pour pouvoir, à travers l'ascendant Sagittaire, être celui qui fait, celui qui vise, celui qui cible, celui qui prend une direction, et qui va comprendre au descendant Gémeaux ce vers quoi mènent les directions qu'il a prises, notamment dans le couple. Et posez ça, et essayez de vous expliquer les choses avec vos schémas de compréhension. C'est vous qui devez comprendre. Si vous ne comprenez pas, si vous n'assumez pas cette énergie des Gémeaux qui doit traduire, ben c'est l'autre qui va venir à vous et qui va traduire à votre place. Et selon la bienveillance de la personne, ben il traduira ci ou ça, mentira ou pas, ou vous trompera ou pas, auquel cas ben, vous risquez de vous comprendre vous, au moins, parce que vous explique l'autre, et auquel cas vous allez prendre des directions qui sont celles que l'autre aura véhiculé ou vous aura expliqué qu'il fallait prendre. Voilà, c'est très important au descendant Gémeaux. Ensuite, le descendant Cancer. Alors là, je me suis amusé parce que j'ai deux cartes. Donc là, c'est Macron. On en parlait de Macron. Donc, il a un Mars en Lion, ok. Mais il a un descendant Cancer. Il a un descendant Cancer, donc lui, son enjeu au niveau du relationnel, c'est de se sentir en sécurité, de se sentir dans une énergie de cocon, au sein de laquelle il va se sentir bien, au sein de laquelle il aura l'impression d'être en phase avec lui-même. Mais l'énergie du Cancer, c'est aussi une énergie dans laquelle on peut se sentir enfermé, dans des conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, des habitudes, des zones de confort, qui nous enferment parfois dans une prison un petit peu psychologique, et on a du mal à sortir et à aller au-delà. Bon. Ce cher monsieur, pourquoi j'ai pensé à lui? Parce que ben, c'est quelqu'un qui est connu pour sa relation de couple. Vous voyez, le descendant, c'est relations de couple, en termes relationnels. La maison 5, c'est plus les passions amoureuses. Bon, vous voyez qu'au niveau passion amoureuse aussi, si on prend le prisme de la maison 5 par là, il y a une lune noire. Bon, c'est quelqu'un, c'est aussi ce qu'on enfante. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Vous voulez-il des enfants ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'a pas d'enfant, il a une lune noire en maison 5. Mais bon, parfois, on peut avoir des enfants avec une lune noire en maison 5, mais des fois, il y a des petites difficultés aussi. Par exemple, quand on a Jupiter en maison 5, souvent, après on peut avoir d'autres choses, mais souvent on a Jupiter c'est beaucoup, 5 c'est enfant, donc c'est parfois beaucoup d'enfants. C'est une possibilité. Il n'y a pas de vérité là-dedans, mais c'est ce que j'ai vu souvent. Donc ici, Saturne en maison 5, ça peut être des difficultés, des épreuves à surmonter, bon, voilà, il y a plein de choses. Donc ici, lui, il a le descendant Cancer, et il se trouve qu'il est avec quelqu'un depuis longtemps. C'est une relation, effectivement, sur laquelle ils font d'une certaine sécurité émotionnelle et affective, d'après ce qu'on en comprend. D'après les on-dit qu'on a, on n'est pas dans leur vie intime, évidemment. Donc, sans juger de rien, hein, voilà, je ne fais pas de politique ici, je parle du descendant. Et donc, assumer l'énergie du Cancer pour soi, c'est pouvoir, au descendant, c'est pouvoir être en phase avec qui l'on est soi dans la relation à l'autre. Or, si on n'assume pas l'énergie du Cancer, on peut se faire enfermer dans des zones de confort et dans des habitudes dues à certains conditionnements ou à certains enfermements émotionnels et affectifs. Et c'est l'ombre du Cancer qui va venir à nous. Et l'ombre du Cancer par l'autre, par exemple, ou nous qui allons exprimer cette ombre du Cancer qui nous enferme dans des prisons un peu affectives, psychologiques. Et donc l'ombre de l'autre peut venir à nous et nous expliquer que voilà,
Hein, tu vas pas partir, tu vas pas faire autre chose, j'ai tout fait pour toi, je me suis sacrifié, ou on a peur de sortir d'une situation parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a ailleurs, il y a des loups, c'est dangereux, il fait froid. Donc reste un peu enfermé dans le relationnel, dans des coquilles d'œufs, dans les carapaces de crabe. Mais ça marche aussi dans les engagements. Dans les engagements, hein, même, ça marche aussi éventuellement pour le descendant taureau. On peut se borner, on peut se buter, on peut rester dans certaines habitudes alors que le monde il bouge autour de nous, là où on se projette, dans les contextes dans lesquels on se projette. Ça, c'est ce qu'on peut vivre à travers lui, puisqu'il est président, hein, il est élu, on ne sait pas par qui. C'est très intéressant qu'on recompte un peu qui a voté pour lui, parce que je ne suis pas sûr qu'on atteigne le compte, mais enfin ça m'appartient. Il a Mars à additionner en maison 7 en Lion cette fois. Un Mars rétrograde qu'il maîtrise très mal, donc parfois il a du mal à pas sortir des choses vexantes pour les gens. Et pourtant il a, comme j'ai dit tout à l'heure avec Clinton, qui a lui le bélier au descendant, lui il a Mars en maison 7, donc c'est quelqu'un qui prend des décisions sur les autres et qui s'affirme en prenant des décisions qui ont un impact en face de lui. Donc là, auprès des personnes avec qui il est lié en contrat, il se trouve qu'il est président et que soi-disant on l'a élu, donc on est dans un pseudo-contrat social avec lui, mais respecté que par nous le contrat visiblement. Donc là, le descendant Cancer, dans votre thème, si vous avez ça, donc vous avez forcément un ascendant Capricorne, il va falloir ici pour le mois apprendre à gouverner. Lui, voilà, il gouverne quelque part, au nom de soumis à quel conditionnement psychologique, hein. On peut remonter à son enfance, vers ses 13-14 ans, où éventuellement il aurait rencontré quelqu'un qui avait un ascendant psychologique sur lui, un peu symbolique de mère, voilà, plus âgé, qui un peu voilà, l'a conditionné à certaines choses, bon, depuis très longtemps ou pas, hein, on ne sait pas, on n'est pas à leur place. Si sur le fait quelque chose de, en tout cas moralement douteux, mais je pense légalement douteux, du fait de pouvoir, avec un ascendant psychologique en étant professeur, avoir une relation avec quelqu'un qui a dans les plus de 20 ans de moins. On pourrait dire, moi je suis un ancien CPE, on pourrait dire que c'est un peu chelou à minima. Ce qui est tout aussi chelou, c'est que quand j'étais CPE avant, et que y avait déjà cette relation connue, ça faisait, et qu'il était déjà président, ça fait tilter personne. Voilà, j'étais un peu seul. Alors je prêchais pas dans le désert parce que je prêchais pas, parce que voilà, c'est pas. Mais tout le monde trouvait ça très normal. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, on parle de conditionnement Cancer, de ce qu'on vit avec l'autre, de ce qu'on projette de soi. C'est vrai qu'à partir du moment où on est habitué à estimer comme valable, à être pensé par nous-mêmes, ce qu'on nous dit, si les médias nous disent si, il faut penser à si, tiens en octobre on pense à si, en novembre on pense à ça, et puis si on nous dit que c'est normal, ben en fait c'est vite, on s'en soucie plus très rapidement. Moi j'ai jamais arrêté de me soucier de ça, du fait voilà, que des professeurs puissent avoir des relations avec des élèves. J'ai toujours trouvé ça très bizarre et dans ma fonction, j'ai jamais pu blairer ce genre de choses. Donc voilà, alors on sort un peu du sujet, mais on est dans les conditionnements Cancer. Et des fois je me dis, bah tiens, peut-être que si on explique aux gens pendant très longtemps que telle ou telle chose un peu abominable est normale, bah, peut-être que les gens ils finiront à se conditionner au fait que ce soit normal. Hein, les choses évoluent, après il faut voir avec quoi vous êtes d'accord ou pas. Mais donc lui, bon, j'en parle parce que voilà, il est concerné, lui, à mon avis, par une certaine forme de conditionnement, nombre du Cancer, dans ce qu'il vit avec l'autre. Et même si, évidemment, il est adulte aujourd'hui, enfin, en tout cas sur sa carte d'identité, on n'est pas sûr à tout niveau, mais bon, bref. La lune, très importante. Vous voyez que lui, en plus, il a une lune en maison 4. Donc la maison 4, c'est là, justement, où grandit l'enfant intérieur, où on construit ses conditionnements. Donc voilà, il s'est ancré sur certains conditionnements, dans le champ relationnel, bon, ça marche bien. Ici sa carte avec ce que je viens de dire, je trouve. Mais je ne développe pas plus, c'est pas la question de faire son thème. Sur votre carte à vous, regardez bien la lune. Elle va conditionner quelque part la manière dont vous allez trouver vos conforts ou pas dans le champ relationnel et les vivre là où vous avez le Cancer au descendant. Ensuite, nous partons pour... Ah oui, parce qu'en fait au départ j'avais cherché Bertrand Cantat. Pour ça j'ai mis sa carte à lui. Il a le descendant au même endroit. Mais comme quoi, ça ne se matérialise pas de la même manière, ces deux descendants Cancer. Après, par ailleurs, ils n'ont pas du tout la même carte. Hein, lui, par exemple, sa lune, elle est plutôt en Sagittaire, à côté d'une lune noire, plutôt dans la question vie sociale.
Donc lui, il y a une question de... vous voyez, c'est comme Vanessa Paradis, son maître du descendant, il est en Sagittaire, domaine de spécialité, ce qui lui permet d'être au-delà de ce de quoi où il vient, avec l'ombre du dogmatisme et du moralisme. Il faisait quand même pas mal de chansons politiques avec Noir Désir à l'époque. Bon, après, au niveau de l'intime relationnel, on a vu comment ça a fini, pas très glorieusement. Hein. Et bon, c'est une autre manière de vivre le conditionnement cancer. Après, on ne connaît pas sa vie intime à lui, mais voilà. Au départ, j'avais pensé à lui, puis je me suis dit, allez, on voit Macron. Ensuite, pour le descendant Lion. Le descendant Lion, c'est un enjeu de mise en lumière dans le relationnel à l'autre. Utiliser sa lumière, c'est-à-dire s'affirmer. C'est-à-dire la confiance en soi dans le relationnel et la confiance en le fait de s'afficher, de s'affirmer, de se mettre en lumière. Et pour justifier ce qui nous donne confiance en le fait de nous affirmer dans ce qu'on projette à l'autre, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans les engagements qu'on prend, eh ben on a l'ascendant Verseau qui nous apprend à nous distinguer, à comprendre qui on est, à nous reconnaître pour savoir mais qu'est-ce qu'on a à montrer dans le relationnel à l'autre. Qu'est-ce qu'on a à donner de sa lumière? Qu'est-ce qu'on a à affirmer? Qu'est-ce qu'on a à créer? Vous voyez, un enjeu d'affirmation et de confiance en soi pour s'affirmer. Si on n'assume pas cette énergie lion, on pourrait très bien voir l'ombre du lion qui arrive de l'autre à nous, ou nous qui vivons l'ombre du lion. Soit on n'a pas confiance en nous, soit on utilise sa lumière, disons, de manière maladroite. Ce qui est toujours une occasion de voir l'image qu'on a de soi dans le relationnel, de nous voir à la grande lumière, la lumière au plein jour, pour éventuellement corriger. Mais si on ne s'affirme pas ici, c'est l'autre qui va s'affirmer pour nous. C'est l'autre qui va s'affirmer pour nous, et à l'ascendant qui va nous conformer à sa lumière. L'ascendant est un signe saturnien, ici Verseau, saturnien-uranien, hein, les réalités concrètes qui conforment, les lois, les autorités, et puis Uranus, la façon singulière qu'on a à nous de considérer ces réalités du monde dans lequel on doit apprendre à être soi. Et donc si l'autre, il s'affirme à notre place, bah, il va nous conformer à ce que lui affirme. Et alors on va être plus timoré, on va être plus dans l'ombre de ce que l'autre met en lumière et prend comme lumière, prend notre lumière quelque part. Alors évidemment, si vous avez un descendant Lion, et ça va être très important actuellement puisque Jupiter va passer sur votre descendant Lion. Donc il va mettre en avant cette lumière du champ relationnel, cette utilisation la vôtre de la lumière, de ce que vous affirmez, de ce que vous créez, de ce que vous montrez, de votre confiance en vous dans le champ relationnel. Comment vous prenez l'espace, comment vous prenez le pouvoir ou pas, comment vous êtes frustré aussi pour ne pas pouvoir mettre en lumière quelque chose qui déploie une belle image de vous. Quelle image de vous vous avez dans les engagements que vous prenez et dans le champ relationnel. Jupiter va venir amplifier ça. Donc pour les descendants Lion, c'est une très bonne occasion de travailler vos descendants. Et il faut savoir que quand vous avez des planètes aux descendants, souvent c'est aussi des énergies qui peuvent venir vous confronter. Donc la question de place qu'on prend, la question de pouvoir de se montrer, c'est quelque chose qui vient vous confronter. Et parfois, c'est ce qu'il y a avec vous, ce qu'il y a en face de vous, les engagements que vous prenez qui viennent prendre cet espace et qui vous obligent à réagir. Quand on a Mars sur le descendant, qui transite, donc là ce sera plutôt vers le mois de novembre 2026, c'est quelque chose voilà, où il y a quelque chose qui vient se confronter à vous, qui vous oblige à réagir, qui vous oblige à utiliser l'énergie martienne qui passe, donc décider, agir, réagir, confronter. Et là c'est Jupiter en ce moment déjà, donc c'est la question de la place que vous prenez. Est-ce que vous avez confiance en la place que vous prenez au-delà de vous? Et est-ce que vous sentez que vous avez le pouvoir de vous mettre en lumière dans le champ relationnel ou dans les engagements que vous prenez? Évidemment, avec le descendant Lion, vous regardez la maîtrise, le soleil. Ici, par exemple, c'est un soleil en culmination de thème. Là, j'ai dû le mettre en thème Placidus, mais pour moi, ce serait plutôt la maison 10, donc la fonction sociale. Donc, quel est le lien entre le positionnement du soleil et votre descendant? Donc, il y a un enjeu d'affirmation dans le relationnel. Quel lien dans un autre domaine de maison est privilégié dans cette mise en lumière? Vous mettez quoi en lumière dans ce que vous projetez de vous? Vous mettez quelle nature? Ici, par exemple, c'est une nature Sagittaire. C'est une nature Sagittaire qui éclaire dans la maison 10. Donc, il y a un lien entre l'affirmation à l'autre et la fonction sociale, par exemple. Et vous regardez dans votre thème comment ça réagit. Ici, on est sur... c'est Jacques Chirac, intéressant. Et d'ailleurs, j'ai noté que Bernadette, elle, parce que quand on fait de la synastrie, donc de la comparaison de thèmes, notamment dans le couple, le descendant de chacun est très important à étudier, puisque pour chacun, le descendant, c'est l'engagement avec l'autre, donc dans le couple, c'est vachement concerné, donc il faut regarder.
La Bernadette Chirac, elle avait un descendant pardon, Capricorne. Chirac, c'est un lion. Donc Chirac, lui, s'affirme dans la relation, on le voit, hein, il faut qu'il se sente beau, il faut qu'il ait confiance en lui. Hein, il y a le côté, voilà, s'affirmer dans ce qu'il projette de lui à l'autre, sa lumière. Et Bernadette Chirac, c'était beaucoup plus la gouvernance, plus dans les coulisses, plus un peu... disons que Chirac, c'était Louis XIV, et puis, même s'ils n'ont pas, ils ont pas... Richelieu n'était pas le ministre de Louis XIV, hein, c'est un anachronisme, mais elle, c'est plus Richelieu, c'est plus voilà, les fondations, que ça tienne l'hiver, hein, qui gérait aussi un petit peu d'une manière ou d'une autre l'image qu'il pouvait avoir, même s'il faisait un peu ce qu'il voulait, d'après ce que j'ai compris. Mais vous voyez, il y a le côté plus Capricorne, austère dans la relation, dans la projection à l'autre chez Bernadette Chirac, très sérieux, responsable, dans ce qu'on en voyait évidemment. Chez Chirac, Jacques Chirac, l'ancien président de la France, c'est beaucoup plus, roi soleil, c'est beaucoup plus lumineux, avec une lumière pas toujours très belle, hein, après hein, chacun fait comme il peut, mais voilà, cet enjeu de luminosité, et quand on parle de fonction sociale, hein, le soleil à côté du milieu du ciel, accomplissement social professionnel, je pense que c'est quand même quelqu'un qu'on a vu dans, voilà, comment il se projetait dans le relationnel. Alors le descendant vierge. Descendant vierge, un enjeu mercurien, comprendre, comme pour les Gémeaux, mais c'est pas la même chose. On a, même si on a vu pour le descendant Gémeaux qu'il s'agissait d'un Mercure, maître de descendant vierge, donc il y avait quand même un lien. Ici en vierge, il faut apprendre à comprendre qui on est avec l'autre pour savoir comment s'utiliser, comment se sentir utile, avec quelle forme, avec quel véhicule, comment on donne le la clé de sol, la clé de fa, dans ce qu'on vit avec l'autre. Parce que le descendant vierge est assorti forcément d'un ascendant poisson. À l'ascendant poisson, on doit apprendre son moi, le qui je suis. On doit apprendre à se distinguer, à s'identifier dans une musique qui est la sienne, un esprit qui est le sien. Évidemment, dans l'océan dans lequel se déversent les rivières de tout le monde, donc une atmosphère dont on se nourrit, parfois on peut se perdre, parfois on peut se suradapter à des attendus, à des croyances autour de soi. Pour pouvoir, l'ascendant doit apprendre quelque part sur le moi en poisson à incarner lui-même sa personnalité, incarner sa musique qui se nourrit de ce qu'il y a autour mais qui devient sa musique à lui. Et le descendant en face, apprentissage du nous, en vierge, va servir à comprendre finalement, à distinguer, à formaliser quel instrument, quel moyen de faire, quelle organisation, quel fonctionnel avec l'autre permet de faire valoir une musique à l'ascendant poisson qui est la sienne. Donc le descendant vierge, le nous, va donner le la de la musique, la sienne, à l'autre. Et donc la question dans le descendant d'apprendre à savoir comment fonctionner, comment s'organiser, comment rendre pragmatique ses idéaux, sa musique, ses croyances personnelles qui irriguent le pourquoi on fonctionne telle ou telle manière. Dans la question de fonctionnement et de fonctionnel avec l'autre, dans les engagements qu'on prend, en vierge est fondamentale. Alors évidemment, vous allez regarder où se situe Mercure dans votre carte natale, si vous avez un descendant vierge, parce qu'il va nous apporter justement les domaines, les énergies privilégiées à travers lesquelles vous allez apprendre à comprendre qui vous êtes avec l'autre pour savoir comment, au nom de ce que vous avez compris, fonctionner. Et au nom de ce que vous avez compris, c'est aussi de ce que vous avez compris de votre moi ascendant poisson, donc des croyances, des idéaux de l'esprit qui est le vôtre, qui doit s'organiser avec l'autre. La Vierge, c'est la forme. Les poissons, c'est le fond. Le fond justifie la forme. La forme permet de canaliser, de rendre pragmatique le fond. Le fond, c'est l'esprit, c'est le vôtre. La forme, c'est comment vous l'utilisez avec l'autre. Et donc, Mercure, par exemple ici, vous voyez, Mercure, particulier, hein, bien énergisé. Saturne, hein, les lois, les autorités de milieu, les institutionnels établis, ce qui peut parfois conformer, ce qui peut faire parfois qu'on fonctionne avec l'autre d'une manière conformée ou conformante, hein, des lois ou des choses qui existent et auxquelles on se conforme. Le soleil qui met la lumière là-dessus, et puis Jupiter, l'enjeu de pouvoir. L'enjeu de pouvoir, ici plutôt dans la vie sociale, maison 11, de se conformer à des espèces d'institutionnels établis, des choses qui existent, s'organiser en fonction d'attendus sociaux, peut-être parfois conformants. Bon.
Et j'ai pas choisi le meilleur exemple pour les descendants vierges. Je m'excuse pour les descendants vierges, vous êtes sûrement des gens très bien, et les ascendants poissons aussi. Mais là, on a le conflit de quelqu'un, je vais vous dire qui c'est, hein, cette personne. Mais on a le conflit de quelqu'un qui a beaucoup été dans des suradaptations et des conformations, à tel point qu'au bout d'un moment, trop de normes tu la norme, trop de formes tu la forme. Et il s'est servi de ça à partir du moment où il ne correspondait plus aux cases des attendus, ben il a provoqué le pire. Et donc il s'agit de Xavier Dupont de Ligonnès, pour ceux qui connaissent. Donc c'est quelqu'un qui a la belle petite famille bourgeoise, c'est un truc terrible, hein, belle petite famille bourgeoise, conformée aux normes, et puis en fait, il faisait pas du tout ce qu'il disait, il disait qu'il faisait un métier, il faisait pas ça. Et puis quand il y a eu la découverte du poteau rose, visiblement, il a décidé de buter tout le monde et de se tirer. Version officielle, on n'en sait pas plus. Mais j'ai trouvé que cette carte-là correspondait bien à ce genre de principe où on va être très conformé à des choses, très propre. Et au bout d'un moment, faut savoir que quand on maîtrise très mal une énergie type l'énergie au descendant vierge, on peut être... la vierge dans son ombre, ça peut carrément être nazi, quoi. Vous voyez, ça peut... la pureté, le machin, et puis quand c'est plus dans... quand on n'arrive plus à se conformer à une image de l'ordre et de la conformité, on peut péter un plomb. C'est aussi possible avec l'énergie de la Vierge. Maintenant, vous, ce qu'il faut que vous regardiez en Vierge, c'est comment vous fonctionnez avec l'autre pour pouvoir faire que ce fonctionnement correspond à votre musique, donc à l'esprit qui vous anime. Donc il faut aussi comprendre l'esprit qui vous anime, vous. Bon, alors après, vous voyez, lui, il avait Vénus en poisson exalté en maison 12. Il y a beaucoup de spiritualité, les choses de la religion, voilà, visiblement dans cette famille. Bon, quand on ne correspond plus à l'ordre et la morale établis, lui, il a été très loin dans l'inverse, hein, qui correspondrait à un truc pas très spirituel, du coup, et très carnassier. Et donc, attention à l'ombre du perfectionnisme, l'ombre de la maniaquerie qui pourrait venir de l'autre, ou qui pourrait venir de l'autre si vous n'assumez pas l'énergie de la Vierge comme la vôtre. Donc, est-ce que la manière dont vous fonctionnez avec l'autre correspond à un esprit qui est le vôtre? Ou est-ce que vous vous conformez à des manières de faire et de fonctionner qui seraient dictées par l'ombre de la Vierge qui vient de l'autre, qui peut parfois être un peu perfectionniste, un peu maniaque, et puis c'est comme ça qu'on fait, et c'est pas comme ça. Donc, la façon de faire avec un descendant de Vierge, il faut l'assumer comme quelque chose qui est justifié par l'esprit qui vous anime. Ça va être très important. Ensuite, le descendant Balance. Descendant Balance, dans l'autre, dans ce qu'on vit avec l'autre, il faut d'abord comprendre qui on aime être. Qui on aime être avec l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on s'estime avec l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on vit avec l'autre ou dans les engagements qu'on prend des valeurs qui sont les siennes? Qu'est-ce qui fait qu'on ressent que les choses sont équitables? Elles nous semblent justes. Comment on arrive à faire valoir sa vision des choses dans ce qu'on vit avec l'autre? Ça va être très important. Il faut comprendre la balance comme un signe vénusien d'air. Donc air, c'est comprendre, c'est mentaliser. Vénusien, c'est aimer, c'est qui vous aimez être. Il faut trouver un équilibre ici. Un équilibre ici, justement, pour pouvoir agir en tant que vous, de manière non pas à projeter la guerre, mais à projeter quelque chose où vous vous incarnez comme celui qui fait, le moi il fait, MOI, le moi il fait, pour pouvoir projeter à l'autre sa vision des choses. Mais après il faut que ça s'équilibre avec l'autre. Alors attention au descendant balance, d'assumer cette énergie balance comme la vôtre et de faire valoir ce qui vous semble juste. Parce que sinon vous allez peut-être attirer l'ombre de la balance qui vient de l'autre, l'ombre de ce que vous allez considérer comme injuste, l'ombre de ce que l'autre aussi éventuellement considère comme injuste et va vous inciter à agir quelque part au nom de l'ombre de l'autre qui vient de la balance ou de votre ombre de la balance qui se vit avec l'autre. L'ombre de la balance, c'est les choses qui sont injustes, les choses qui sont inéquitables, les choses qui sont dévalorisantes. C'est pas, vous voyez, c'est votre dignité, la balance. C'est ce qui est juste, c'est votre vision des choses. C'est les choses qui s'équilibrent entre les uns et les autres. Si vous vivez venant de l'autre quelque chose qui vous semble comme injuste, et que vous agissez en tant que vous au nom de ce que l'autre amène comme injustice, vous allez perpétuer cette balance avec l'autre qui va rester dans l'indécision et qui va toujours agir au nom des valeurs de l'autre. Donc c'est important de comprendre qui vous aimez être vous,
dans la relation à l'autre, pour faire valoir qui vous aimez être vous dans la relation à l'autre. Et vous incarnez, avec un ascendant bélier si vous avez un descendant balance, en agissant au nom des valeurs qui sont les vôtres, en réussissant à être celui qui fait, qui décide, au nom de ce qu'il estime comme juste dans ce qu'il vit avec l'autre et dans ce qu'il engage avec l'autre. Le maître, évidemment, Vénus va être très important. Vénus, son positionnement, qui va nous indiquer des domaines privilégiés, des énergies dans lesquelles on est amené à apprendre à trouver son équilibre avec l'autre, à représenter qui on aime être. Et qui on aime être qui doit s'équilibrer avec l'autre. Alors ici, Vénus, par exemple, est en chute en Vierge. Question d'affirmation. Question des enfants qu'on a aussi, éventuellement, ce qu'on enfante avec la maison 5. Question de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on montre de soi? Comment, ici, avec la Vierge, on fonctionne? Comment on aime fonctionner avec l'autre et comment la forme par laquelle on s'affirme soi nous permet de trouver l'équilibre avec l'autre. Alors ici, c'est John Lennon. Alors pourquoi j'ai pensé à John Lennon? Parce que John Lennon, mis à part le fait qu'il fasse de la guitare et qu'il avait fait un super groupe dans les années 60 qui s'appelait les Beatles, c'est quelqu'un qui a été connu aussi pour sa relation avec Yoko Ono, qui était une artiste, et d'ailleurs vous voyez qu'il a le soleil sur le descendant. Donc il a la lumière sur la question de l'équilibre dans la relation avec l'autre. Alors c'était un couple assez revendicateur, hein, justice-injustice, un peu New Age aussi, qui revendiquait quand même des choses de la paix, des chansons qui, Imagine All the People, machin bidule, là, c'était à peu près à cette époque-là. Donc c'est quelqu'un qui a mis en lumière une question d'équilibre avec l'autre, une question de mise en lumière de sa vision des choses et du juste. Et il a mis du temps à trouver son fonctionnement, par exemple avec les Beatles, à un moment donné ça a capoté le groupe, parce qu'il n'était pas en phase avec la façon dont les choses étaient mises en lumière. Donc lui il avait un enjeu à trouver la forme par laquelle il se montre, puisque là on est en maison 5, maison solaire, on a le soleil au descendant, donc c'est aussi les passions amoureuses, la maison 5, donc trouver une forme qui lui permette d'afficher à l'autre sa vision des choses, et il a trouvé une forme tout à fait particulière, parce que le couple Lennon-Yoko, ça dénotait pas mal à l'époque, vous pouvez aller vérifier, l'idée c'est pas de faire la biographie, mais très intéressant. Donc, descendant balance, trouver la paix et l'équilibre dans la relation à l'autre, l'idéal, évidemment en agissant en tant que vous, et en faisant ce que vous faites soit aussi influencé par ce que vous comprenez de ce que vous équilibre dans ce que projette ce que vous faites avec l'autre. Ensuite, on a le descendant Scorpion. Alors, descendant Scorpion. Bon, j'ai mis deux, trois thèmes qui piquent quand même. J'ai essayé de faire les deux. John Lennon, ça va, les gens l'aiment. Celui-là, tout le monde l'aime pas. Bon. Alors, descendant Scorpion. Et en même temps, le descendant Scorpion, ça pique un peu. Le Scorpion, c'est un signe d'eau qui s'arrête, qui se trouble, il faut aller chercher une vérité au fond. Et quand on a un descendant Scorpion, parfois, dans le relationnel, on va aussi chercher une vérité profonde, on va chercher une certaine intensité, parfois ça peut être un peu aussi autodestructeur quand c'est mal maîtrisé, mais en tout cas, on a ici besoin dans la relation à l'autre, ou dans les engagements qu'on prend, d'être dans une certaine intensité, une certaine quête de vérité profonde. Après, je ne juge pas du fond, la vérité des uns n'est pas la vérité des autres. En tout cas, ici, il y a une quête de vérité. Voilà. Il y a une quête d'aller au fond des choses dans ce qu'on projette à l'autre et dans ce qu'on vit avec l'autre. Alors, ça peut être intense, ça peut être passionné, puis ça peut être aussi un petit peu piquant. Puis on peut parfois aussi retrouver avec l'ombre du Scorpion, véhiculé par soi ou arrivant de l'autre, des choses un peu sous-jacentes, sous les surfaces visibles, des choses un peu psychologiques qui tirent les ficelles dans les coulisses. Donc on peut rencontrer l'ombre du Scorpion qui vient de soi ou qui arrive à l'autre. Et là, on peut rencontrer évidemment tout ce qui peut être, c'est pas drôle, harcèlement, manipulation, c'est possible. En tout cas, on a une quête de se retrouver dans la vérité de qui on est, soi. Mais l'autre descendant à tirer l'ombre de l'ombre du signe qui vient de l'autre en Scorpion, c'est aussi des gens qui vous expliquent la vérité de qui vous êtes à votre place et qui vous amènent une ambiance dans ce que vous projetez à l'autre, au sein d'un contexte au sein duquel vous pouvez vous confondre ou vous définir, alors qu'en fait c'est pas tout à fait vous, et qu'il faut aller au-delà de ça, de ces ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses, de ces rapports de pouvoir, parfois de ces schémas de peur à soi qui empêchent de fouiller, pour se trouver soi en vérité avec soi. Et c'est ça qui va définir l'ascendant Taureau. On doit apprendre
à s'ancrer en tant que soi, à s'ancrer dans son identité, dans quelque chose que l'on aime être. Hein, et les valeurs de tout le monde ne sont pas les mêmes. Hein, je précise parce que je vais dire le nom de la personne. Et puis il y a un enjeu au descendant chez cette personne d'ailleurs avec Neptune. Neptune, c'est plutôt artistique, c'est plutôt spirituel. Hein, donc c'est une projection aussi d'une vérité spirituelle qui est certainement propre à cette personne et du coup personnelle. En tout cas, il y a une quête à aller trouver ça. Quand vous avez un descendant Scorpion, forcément, il faut regarder les 2 maîtres du Scorpion. Quand je dis que c'est de l'eau qui pique le Scorpion, c'est parce que les 2 maîtres du Scorpion sont des planètes de feu. D'un côté Mars, de l'autre Pluton. Mars, pulsion de vie, qui permet de chercher, qui permet d'aller au fond, et ensuite de ramener à la surface. Et puis, qu'est-ce qu'on va chercher au fond? On va chercher Pluton. Tiens, c'est pas comme ce que je croyais. Ça révèle quelque chose de soi profondément. On va aller ramener Pluton, le sous-jacent qui reconsidère et qui transforme à la surface grâce à l'effet dynamique de Mars. Donc les 2 sont complémentaires. Donc avec un descendant Scorpion, il faut regarder le positionnement des 2 planètes de feu, Pluton et Mars. Alors ici par exemple, on a plutôt l'axe de l'élévation. Donc Pluton, c'est reconsidérer les formes, les manières de faire, les façons de fonctionner avec lesquelles on a grandi, avec lesquels on a pu se conditionner. Donc c'est une reconsidération de la forme et des origines de la forme. Et donc manière de faire, façon de fonctionner, de s'organiser. Et ici, le Mars, sa pulsion de vie qui permet de faire, c'est un Mars en Poisson, mais il est à côté d'Uranus. Donc il y a quelque chose où il y a un Mars assez judoka. D'ailleurs c'est marrant parce que c'était quelqu'un qui était judoka. Un Mars assez judoka qui agit en prenant ce dont on se nourrit de l'autour, des ambiances de l'autour, pour en faire quelque chose à soi. C'est tout à fait ce qu'il fait d'ailleurs. Et Saturne, c'est la contrainte de l'institutionnel établi, de l'autorité de milieu. Bon, vous allez vous rire quand je vais vous dire qui c'est Dieudonné. Hein, c'est un comique français qui est assez politisé. Ici, c'est pas la question de juger ce qu'il fait. Hein, moi, je suis pas fan de tout. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine originalité. Ça, on peut pas lui enlever. Hein, qui est parfois assez drôle. Hein. Mais donc, du coup, moi où j'ai du mal avec lui, c'est surtout les questions d'homophobie. Hein. Mais moi, je suis pour la liberté d'expression. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord avec... Enfin, c'est même pas une opinion, l'homophobie, bref, mais... Bon, je trouve un peu puant sur certains aspects à ce niveau-là, même carrément puant en fait. Voilà, mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui peut être pertinent sur quelques sujets quand même. Pour se foutre de la gueule du monde, il est très fort, en général, d'accord ou pas avec lui, ça me paraît assez clair. Bon, c'est quelqu'un d'assez caustique, voilà, sans juger du bienfait ou pas de ce qu'il est, et de son œuvre, même son œuvre relationnelle, visiblement... pas facile non plus à ce niveau-là, je parle relation de couple, après je suis pas voici, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Mais ici, vous voyez quelque chose d'artistique qui se projette, et puis quelque chose d'actif dans le milieu social qui se confronte à des institutionnels établis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis après, ça lui appartient, je sais pas comment il est arrivé... comment il a dû reconsidérer, se retrouver dans certaines façons de faire qui lui appartiennent. Enfin, c'est quelqu'un qui a entrepris des trucs et qui a fait un peu à sa façon, visiblement. Donc, évidemment, c'est un exemple de descendant Scorpion, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Lui, je l'ai trouvé intéressant par rapport à ce qu'il projette de lui de très Scorpion, de très piquant, de très caustique. Après, est-ce que c'est toujours bien maîtrisé, il appartiendra à chacun de juger, puisque c'est un personnage public. En tout cas, si vous avez un descendant Scorpion, c'est très important que vous puissiez vous sentir en vérité avec vous-même dans ce que vous projetez à l'autre. Et parfois, c'est un peu provoque, ça c'est le côté Scorpion. Et parfois, c'est un peu autodestructeur aussi. Et la provoque, ça peut être intéressant. Moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Astro Caca, donc voilà, ça aussi un peu provoque. Mais il faut, c'est comment dire, des fois on récolte aussi ce qu'on sème. Et puis des fois, les choses sont plus injustes. Enfin, en tout cas, quand on provoque, forcément, si on pique, on prend le risque de se faire piquer aussi. Donc, voyez comment vous trouvez votre intensité, les descendants Scorpion dans la relation, et comment vous arrivez à maîtriser cette intensité avec un apprentissage d'ancrage en tant que vous, dans vos valeurs, dans qui vous êtes en taureau. Ensuite, le descendant Sagittaire. Alors, descendant Sagittaire... déjà, il faut être au clair avec soi. Le moi, l'ascendant Gémeaux, forcément si vous avez un descendant Sagittaire. Être au clair avec soi pour pouvoir viser, juste pour viser loin dans la relation à l'autre. Donc trouver dans la relation à l'autre, dans ce qu'on projette de soi à l'autre, quelque chose qui doit
concentrer l'énergie active, peut-être vous voir avec l'autre, voilà, en prenant certaines directions, peut-être certaines directions dans le couple, peut-être certains engagements. Là, il se trouve que c'est un personnage politique, donc il y a le côté idéal, hein, être soi au-delà de soi, avec le côté un peu dogmatique du Sagittaire. Justement, le dogmatisme, le moralisme, il se trouve que c'est une personne qui est née dans certaines conditions, avec certaines opinions politiques, et puis elle s'est un peu, on va dire d'une certaine manière, libérée de ça, et elle est allée dans le camp d'en face. Bon, est-ce que ce ne serait pas le même camp? On jugera, c'est aux États-Unis. C'est la femme de Bill Clinton, hein, c'est pour ça que je dis, j'ai fait la femme. Bill Clinton, lui, il a un descendant bélier, donc agir, décider. Elle a aussi un descendant en feu, mais elle utilise le feu, elle le mène quelque part. Ah, va-t-on dire qu'elle le mène par le bout du nez? Bon, en tout cas pas par le bout du sexe, visiblement, enfin, parce qu'il a un peu été voir à droite à gauche, mais en tout cas, la direction globale de l'idéal, l'utilisation du feu, du mari, je pense qu'elle a su, voilà, l'aider à l'orienter sur certaines choses, et c'est ce à quoi ça ressemble quand on le voit de loin, mais on n'est pas dans leur intimité. Donc ici, le descendant Sagittaire, il doit apprendre à projeter qui il est à l'autre dans certaines directions qui sont les siennes. C'est important parce qu'on peut vivre l'ombre du signe du Sagittaire de soi à l'autre ou de l'autre à soi. On peut être soit le dogmatique soi-même, hein, qui va vouloir imposer sa façon de penser de manière un peu inquisitoriale, vouloir voilà, dire ah, c'est cette direction qu'il faut prendre et un peu obliger l'autre. Avec le feu, il y a toujours cette énergie, on peut un peu obliger avec le feu quand c'est dans l'ombre. Mais on peut aussi vivre, si on n'assume pas l'énergie du Sagittaire pour soi, vivre l'ombre du signe du Sagittaire qui vient de l'autre, auquel cas l'autre va être le dogmatique sur nous, et il va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, par où il faut aller, qui c'est les gentils, qui c'est les méchants, quelle direction il faut prendre. Et c'est pour ça que c'est très important d'être au clair avec soi, et de comprendre qui on est, pour savoir ce qu'on fait en tant que soi, avec l'autre, et dans les engagements qu'on prend. Alors, quand on a un descendant Sagittaire, on va évidemment regarder Jupiter, le positionnement de Jupiter. Hein, où est-ce que c'est? On vise quelque part, mais où est-ce qu'on prend sa place? Et ici, Jupiter, il est justement à côté, il est aussi en Sagittaire, donc c'est un Jupiter fort. Donc c'est une énergie Sagittaire forte, donc ça veut dire un potentiel dogmatique fort, mais ça veut aussi dire un grand enjeu de prendre le pouvoir, de prendre ses propres voies et ses propres directions. Il se trouve que dans le couple Clinton, Hillary et Bill, Bill il a pris un peu les devants de la scène pendant un moment, et puis après c'est devenu elle. Celle qu'on a vue en premier plan. Et au-delà des coulisses, quelque part, elle s'est présentée même à une présidentielle, hein, je crois en 2016, je crois, premier mandat de Trump. Donc ici, il y a un enjeu jupitérien fort. Et vous, si vous avez un descendant Sagittaire, il faut que vous regardiez où se situe Jupiter. Là, on est, vous voyez, sur quelque chose de fonctionnel. On est même sur le sous-jacent du descendant. Donc il y a un pouvoir à prendre, au-delà de ce qu'on voit, sur le fonctionnel, organisationnel. Bon, elle a fait partie quand même des bureaux des démocrates aux États-Unis. Et quand je dis elle s'est libérée de quelque chose, elle avait un père, visiblement, j'ai été regarder, un fervent républicain, hein, qui est à l'armée, tout ça. Donc elle est allée un peu dans le camp d'en face, même si, des fois, on se demande si c'est pas le même parti. C'est un peu comme en France. Tout ce qui est à l'Assemblée nationale, des fois je me demande sur l'essentiel, ils se retrouvent tous. Hein. Tous, hein, je parle de Rassemblement national jusqu'à Mélenchon. Il y a des choses sur lesquelles ils se retrouvent. Regardez les lois qu'ils votent, des fois, au Parlement européen. Hein, il y a des exemples sur le Covid, exemples sur les machins qu'il y a, les facturations électroniques. Facturation électronique, j'ai vu un truc une fois, je ne sais plus où. En fait, ils ont tous voté, mais tous les partis confondus au Parlement européen pour nous imposer ça. La facturation électronique pour ceux qui ont des petites entreprises. Bon, moi, je m'en fous. Hein. C'est pas très. Enfin, bon. Après, c'est un peu petit coup d'espionnage aussi. Bon. Et puis pour ceux qui bossaient au black, alors on peut plus, merde. Du coup, on est obligé de donner tout notre pognon pour qu'ils se gavent. C'est joyeux luron et bienfaiteur pour qu'ils fassent des beaux banquets. Voilà, c'est important qu'ils fassent des beaux banquets avec des petits fours. Donc, ça c'est le descendant Sagittaire. Donc descendant Sagittaire, important de savoir ce que vous faites et les directions que vous prenez avec l'autre. Il faut les assumer comme les vôtres. Il faut penser aux églises qui justifient, aux morales qui justifient les directions que vous prenez. Ensuite, on a, et lui juste sur Clinton, le côté deep state, hein, état profond. J'ai rigolé, je ne connaissais pas son thème. Donc c'est quand même quelqu'un, voilà, en tout cas soupçonné, hein, d'être partie très, très active de ce qu'on appelle le deep state.
Bon, ben là, elle a quand même les 2 mètres du Scorpion et Saturne institutionnel établi sur le fond du ciel, hein, d'où je viens, et des côtés un petit peu, voilà, origine, hérédité. Bon. Ah, c'est intéressant, il faudrait développer, mais c'est pas la question ici. Mais ça m'a fait rire quand je l'ai vu. On rigole, hein, moi je suis un geek, hein, alors je rigole des trucs, c'est comme si je faisais des maths et que je faisais des soirées maths et que je m'éclatais. Le descendant Capricorne. Alors le descendant Capricorne, si vous avez le Capricorne au descendant, comme cette personne ici, hein, dont je vais vous révéler le nom, le descendant Capricorne, c'est une énergie saturnienne. Qui dit Saturne dit hiver. Qui dit hiver dit saison limitante, restrictive, parce qu'il fait froid, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment, mais cette expérience permet, quelque part derrière, de pouvoir gouverner, anticiper les réalités, puisqu'on les a vécues, on en a fait l'expérience, et de cette expérience naît une certaine forme de solidité. Mais évidemment, avec un ascendant Capricorne, il faut prendre le temps, parce que Saturne c'est toujours le temps, les énergies saturniennes c'est toujours le temps, et le temps est quelque part l'ami de Saturne et des énergies saturniennes, donc du Capricorne et aussi du Verseau qu'on va voir ensuite. Le descendant Capricorne, c'est vivre cette énergie saturnienne, donc dans la relation à l'autre, dans la projection de soi à l'autre, dans l'engagement avec l'autre. Il s'agit d'apprendre, puisque le descendant est l'apprentissage du nous, donc un apprentissage, c'est pas inné, c'est à acquérir, faire de ces expériences qui parfois ont été, comment dire, un peu plus austères, un peu, voilà, il y a des réalités qui nous contraignent, il y a un contexte dans lequel on se projette, avec un monde qui est là, hein, un champ relationnel qui fonctionne de telle ou telle manière, vous vous incluez là-dedans, vous vous intégrez là-dedans, et forcément, il y a un temps où on va un petit peu se conformer à des lois, des codes, à des institutionnels établis, à des autorités de milieu. On fait l'expérience de ça, et comme ça, on arrive à mieux savoir, appréhender comment les choses fonctionnent ici, se structurent ici, pour pouvoir, avec le temps, réussir à faire valoir sa vision de l'architecture, donc sa vision des choses, donc qui on est soi, dans ce qu'on construit avec l'autre. Et il faut toujours comprendre le descendant Capricorne avec un ascendant Cancer. Et ascendant Cancer, c'est apprendre le moi, apprendre à être suffisamment en phase avec qui l'on est, émotionnellement, psychologiquement. On est soi, au-delà d'un d'où l'on vient. Mais on s'est construit par rapport à ce d'où l'on vient, dans son moi. Cet apprentissage du moi, MOI, de qui l'on est, réussir à être suffisamment en phase avec qui on est aujourd'hui, son identité, au-delà d'un d'où l'on vient, qui ne doit pas enfermer dans des conditionnements psychologiques. Si on arrive à être émotionnellement sain avec le qui l'on est, on va pouvoir projeter quelque chose dans les réalités qui intégrera son rapport à soi. On est bien avec soi, alors on construit quelque chose de consécutif en Capricorne, dans le relationnel à l'autre, qui vient du fait d'avoir réussi à être bien avec soi. On est en phase avec qui l'on est, alors on construit dans la terre Capricorne, dans le relationnel, on gouverne au nom de ce qui fait qu'on est en phase avec qui on est. Et cette analogie que je donne souvent avec l'énergie du Capricorne et Saturne, la maison en briques des 3 petits cochons, c'est solide. Les loups de l'hiver soufflent, ça tient, ça dure dans le temps. C'est solide, une solidité de ce qu'on fait et de ce qu'on structure en tant que soi, dans le relationnel à l'autre. Ne jamais oublier que le descendant, c'est soi dans le relationnel. Partout, c'est vous, sur chaque maison. Et au descendant, point le plus puissant du relationnel, des engagements qu'on prend dans lesquels on se projette, il faut construire. Mais quelque chose qui correspond à ce qui fait que vous, le moi, Cancer, est bien à l'intérieur de ce qu'il construit et de ce qu'il structure dans le relationnel. Ce qu'on structure doit être solide. Il s'agit de développer dans le relationnel un certain sens des responsabilités, une certaine solidité qui permet de durer malgré parfois des contextes qui peuvent être hivernaux, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a un monde qui existe, et comment on se construit avec l'autre dans un monde qui existe et qui ne nous attend pas, qui a des lois établies, comment on fait valoir quelque part son ambition personnelle, son ambition d'être bien en Cancer avec soi dans ce qu'on construit Capricorne avec l'autre, comment on arrive à faire valoir dans un monde qui existe et qui ne nous attend pas pour être là. Et c'est dans ce monde-là et dans ces réalités qu'on va devoir être amené à être solide dans ce qu'on construit au niveau relationnel et surtout dans la façon de se reconnaître soi dans ce qu'on construit au niveau de ce qu'on projette à l'autre ou au niveau des engagements qu'on prend. Évidemment, avec le descendant en Capricorne, on peut vivre l'ombre justement de ce qui conforme, de ce qui contraint, de ce qui restreint des réalités qui peuvent, voilà, qu'il s'agit d'intégrer obligatoirement
on vit sur Terre dans les réalités. Il y a une énergie qui vous oblige à intégrer ces réalités, mais sans que ces réalités vous désintègrent. Et le temps de l'apprentissage, c'est sûr qu'au début, on peut être un peu plus conformé, qu'ensuite, au fruit d'expérience, on arrive à faire valoir voilà, sa structure, sa vision de l'architecture, et qu'on construit quelque chose de solide, un immeuble, une structure, une ossature relationnelle qui ressemble à ce qui est consécutif du fait qu'on soit bien à l'intérieur. Le salon confortable Cancer, qui est protégé quelque part par une structure solide, le salon de protecteur Cancer, c'est vous, vous êtes bien en tant que vous, et c'est parce que vous êtes bien en tant que vous construisez quelque chose autour de vous avec l'autre, dans les engagements que vous prenez et au sein desquels vous vous projetez, qui est justifié par le fait, vous construisez une structure solide dans le relationnel qui est justifiée par le fait que vous y soyez bien. Et que les personnes qui sont là, les gens avec vous, puissent être bien aussi avec vous. Parce que si elles ne sont pas bien avec vous, vous allez gouverner vous-même, vous allez faire vivre l'ombre du Capricorne à l'autre, auquel cas, vous allez gouverner sur une terre un peu sèche et froide et vous allez être le dictateur, celui qui fait sa loi et qui n'écoute pas trop. Voilà, c'est comme ça, on construit, il faut que ce soit solide et puis on oublie un petit peu le pourquoi on construit du solide. C'est pour être bien dedans. Pour être bien dedans. La structure, la maison en brique des trois petits cochons, si c'est un bunker et que quand on s'assoit, on se pique le cul à l'intérieur, on n'est pas au confort, donc on vit une certaine austérité. On peut aussi rencontrer cette austérité qui vient de l'autre. L'autre qui vient à nous, puisqu'on n'assume pas l'énergie du Capricorne. Alors, la nature ayant horreur du vide, l'autre va amener son énergie du Capricorne et selon la bienveillance de l'autre envers nous, soit il va essayer de nous aider à mieux assumer pour nous-mêmes cette énergie de solidité du Capricorne, ou alors il va venir amener sa notion de solidité sur la nôtre et il va gouverner à notre place. Et il va gouverner à notre place concrètement dans le relationnel et il va nous enfermer en Cancer dans des zones de confort, dans des habitudes émotionnelles et affectives, dans une considération que lui va décider qu'on a de nous, une considération émotionnelle et affective. Donc, très intéressant, avec un descendant Capricorne, de voir dans le relationnel qu'est-ce qui se construit, comment vous anticipez les choses, comment vous faites valoir un sens des responsabilités qui sert ceux avec quoi vous êtes bien, mais pour appréhender, constituer, conscientiser ce qui fait que vous êtes bien au-delà d'une histoire, fruit d'une histoire mais au-delà d'une histoire, il faut faire ce travail souvent avec l'ascendant Cancer, de déconditionnement à certaines choses pour pouvoir se conditionner à qui l'on est soi, au-delà de ce qui a généré sa construction identitaire. Pour les ascendants Cancer, et donc qui ont des descendants Capricorne, il y a souvent une grande importance de la famille, de l'endroit d'où on vient, le fromage de chez soi, comment on s'est construit, l'histoire, c'est la source de l'eau. C'est la source de l'eau, mais le descendant, c'est cardinal de terre, le Capricorne, c'est l'origine de la terre, c'est-à-dire en agriculture, la saison de l'hiver, la saison du Capricorne, c'est pas un moment où on cultive, mais c'est un moment où on fait ses plans. Ses plans, ses projections, qu'est-ce que je cultive au printemps? Qu'est-ce que je récolte à la fin de l'été? Ça, c'est le Taureau au printemps et la Vierge à la fin de l'été. Donc ici, on est dans un signe de gouvernance et d'anticipation. Mais il s'agit de servir, il s'agit de se connecter à ce que ça sert et qui ça sert. Et quels intérêts du fait d'être bien dans ce qu'on construit. Et ça, c'est le lien avec le Cancer. Regardez bien, si vous avez un descendant Capricorne, où se situe Saturne sur votre carte. Ça va amener des domaines, des énergies effectivement fondamentales qui vont être relatives à ce que vous construisez avec l'autre, à ce que vous engagez avec l'autre. Le placement de Saturne peut être tout ailleurs sur la carte. Vous voyez ici, par exemple, c'est un Saturne en maison 12. Donc, il y a le lien entre ce qu'on construit à l'intérieur. Ici, effectivement, avec l'énergie saturnienne qui, au demeurant, au départ, c'est assez austère, mais ça construit quelque chose de solide. Il s'agit de gouverner ce qu'on vit avec l'autre, ce qu'on construit avec l'autre, au nom de ce qui fait qu'on est en confort avec soi, qu'on est en confort avec ses idéaux, ses inspirations, les choses qui font sens à l'intérieur. Et on doit ramener ici, de sa maison 12, de ce qui fait qu'on est bien en soi, dans ce qu'on construit avec l'autre. Mais Saturne, évidemment, pèse toujours de tout son poids. Saturne peut avoir un effet plombant. Donc là, pour cette personne, je vais vous dire qui c'est une personne connue, il y a quelque chose de l'ordre de l'influence en elle, justement de ces institutionnels établis, de ces autorités de milieu, de ces lois d'un monde qui existe, qui vient influencer même
sa considération intérieure de ce qui fait qu'on est en confort avec soi. Et quelque part, il faut s'en libérer, fruit de l'expérience, en voyant par exemple comment ça a pesé sur... là, on va être sur quelqu'un qui a, dans son relationnel, construit des choses, gouverné des choses de manière assez solide, et avec une grande importance du signe du cancer, c'est-à-dire assez familiale. C'est quelqu'un qui a construit une grande famille. Alors, bon, elle était... il s'agit d'Angelina Jolie, l'actrice, qui a adopté beaucoup d'enfants, une quinzaine, enfin vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la Lune qui constitue le rapport mère-enfant, très actif avec Mars, il y a Jupiter à côté, et Jupiter, ça amplifie. Donc souvent, Jupiter-Lune, ça peut aussi générer ça beaucoup d'enfants, ou Jupiter en maison 5, le domaine des enfants qu'on a. Et vous voyez que Jupiter régit sa maison 5, avec des idéaux, voilà, des idéaux, adopter plein d'enfants. C'est quelqu'un qui a eu une situation familiale et relationnelle assez particulière. C'est avec Brad Pitt à l'époque, là, je ne sais plus s'ils sont ensemble, puis je ne suis pas voici, je m'en fous. Mais on remarque cette énergie-là de pouvoir, elle, être bien avec qui elle est. Au-delà d'une histoire et de certaines conformités. Peut-être, vous voyez, chez elle, pour construire quelque chose d'atypique, le descendant ici est en toute fin Capricorne, et comme ce que je disais sur la vidéo de l'ascendant, hein, vous pouvez aller voir sur ma page YouTube AstroCaca, la vidéo sur les ascendants signe par signe, c'est important de savoir où est le descendant. Là, par exemple, il est en fin Capricorne ici. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie de la maison 7 en Verseau. Et en Verseau, souvent, on va souligner, on va voir ça dans le signe d'après, le descendant en Verseau, on va souligner dans le relationnel quelque chose de parfois atypique, ou du moins dans lequel on se reconnaît. Dans lequel on se reconnaît dans son individualité, dans sa singularité. Et elle a construit un couple et une relation tout à fait particulière, au nom d'idéaux qui sont les siens, mais je pense qu'ils se sont mûris avec le temps et qui ont dû peut-être se libérer de certaines notions de conformité avec lesquelles elle n'était pas forcément à l'aise, qui pouvaient un peu la plomber, qui pouvaient un peu la restreindre, qui pouvaient un peu l'influencer, se libérer de certaines influences saturniennes pour pouvoir être fruit de cette libération, solide dans ses idéaux assez familiaux cancer, pour pouvoir construire quelque chose avec l'autre qui propage, qui diffuse en Verseau quelque chose d'assez singulier. Donc voilà pour le descendant en Capricorne. Autre descendant saturnien, le descendant Verseau. Alors, ici, encore une... alors, c'est pas une actrice, c'est une chanteuse, mais bon, je vous le dis tout de suite, c'est Tina Turner, voilà, ici. Mais d'abord, parlons du descendant Verseau. Bon, le descendant Verseau, c'est saturnien comme le descendant Capricorne, mais descendant Capricorne, c'est un saturnien de terre, il faut construire et structurer. Le descendant Verseau, c'est il faut comprendre et se reconnaître dans les contextes existants, comme pour le descendant Capricorne. Donc c'est-à-dire qu'il y a un monde qui existe en face de vous, là où vous vous projetez, là où vous liez relation. L'idée ici, c'est de comprendre, c'est le mental, le Verseau, comprendre ce qui se passe, la conscience de qui l'on est. C'est l'axe de l'individuation avec un ascendant Lion, un descendant Verseau, c'est je suis. Je montre qui je suis, le moi qui doit s'affirmer. L'ascendant, toujours un apprentissage, à apprendre à s'affirmer, à se montrer. Bon, ici, pour le cas de Tina Turner, bah, c'est quelqu'un quand même qui était sur scène. Vous avez dû la voir, ou en tout cas, beaucoup de monde l'a vue. Donc, elle s'est montrée, le qui elle est, le moi. Et la confiance du lion doit se travailler en correspondance avec la conscience du Verseau. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Comment elle se reconnaît, elle, l'indépendance d'esprit, la singularité, l'individualité, dans ce qu'elle vit avec l'autre, pour justement ne pas se conformer à l'originalité de l'autre qui viendrait prendre le pas sur la sienne. C'est très intéressant concernant Tina Turner, et vous voyez qu'il y a quand même un sacré challenge avec une lune noire, donc l'ombre de ce qui fait qu'on ne se reconnaît pas ou qu'on ne se sent pas reconnu dans ce qu'on projette de soi dans le relationnel, dans les engagements qu'on prend, les contrats ou dans le couple. C'est que c'est quelqu'un qui s'est construit, en tout cas sa carrière, donc la démonstration de son moi, très conformé à la vision du conjoint qui était Ike Turner, un grand compositeur, mais qui la maltraitait grandement, la lune noire, et qui prenait le pas quelque part sur elle, mais elle s'est libérée, et à la fin, tout le monde connaissait Tina Turner, beaucoup moins Ike Turner. Et il y a eu donc il y a eu cet enjeu chez elle. En plus, on a un Mars quand même, hein, la confrontation au nom des poissons, donc au nom de ses idéaux à elle ou de ses croyances à elle, hein, à agir, confronter. Et
Par rapport à l'artistique, les poissons aussi, vous voyez, pouvoir faire agir au nom de ce qu'elle reconnaît elle, pour pouvoir faire valoir de manière active, projeter quelque chose d'artistique qui lui ressemble elle. Et qui la montre elle, Tina Turner, pas Tina et Ike. Et donc ici, il y a eu ce travail d'individuation, d'indépendance, indépendance par rapport au couple pour projeter quelque chose qui est elle et qui va véhiculer, à travers ce qu'elle montre, à l'autre, sa singularité, son indépendance d'esprit. C'est quelqu'un qui s'est rebellé. Donc, il y a le côté uranien très intéressant. Ensuite, vous regardez évidemment, si vous avez un descendant Verseau, les 2 maîtres, Saturne et Uranus. Pour la part saturnienne, vous voyez, chez elle, c'est en bélier. Donc vous regardez chez vous, vous avez Saturne, vous avez, pour savoir quelles énergies vous travaillez dans votre projection à l'autre. Projection Verseau, mais liée à d'autres énergies. La part de réalité qui contraignent, qui restreignent, mais qui construisent. Ici, c'est le bélier dans l'expression sociale. Le bélier qui est donc maîtrisé par son Mars, qui lui-même est en maison 7. Donc, il faut du temps pour s'autoriser à agir, pour s'autoriser à réagir, et pour exprimer ses propres avis, ses propres idées, en les confrontant à ce qui a pu les empêcher dans des notions de réalité concrète, qui, notamment dans le relationnel, peuvent restreindre et conformer. D'ailleurs, il y a plus ou moins un sextile entre Saturne et la Lune noire. Ensuite, on a Uranus. Et vous voyez qu'Uranus, lui, il est au carré du descendant, puisqu'on a un descendant à 17 degrés 25, un Uranus à 19 degrés, donc c'est un carré, donc c'est un virage. Et c'est un Uranus qui est en taureau, il est repassé il n'y a pas longtemps. Elle est décédée, Tina Turner aujourd'hui, elle aurait eu plus quand, on va dire, pour vous faire une idée, c'est 84 ans le tour d'Uranus, donc là elle a fait un tour d'Uranus. À peu près quand elle est morte, elle a dû mourir aux alentours, je pense qu'elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça, aux alentours de 84 ans, puisque Uranus fait le tour, et là 19 degrés, on va dire on était en 2023 à peu près, au retour d'Uranus sur ce positionnement. Uranus au carré au descendant, donc il y a une rupture, il y a un mouvement, il y a un virage qu'on prend, pour pouvoir se poser dans la vie sociale, dans son individualité, au nom de son indépendance d'esprit, par rapport à ce qui a pu conformer et l'ombre du Verseau, qui a pu, voilà aussi c'est l'ombre du Verseau, l'ombre de l'autre, qui nous conforme et qui prend le pas sur notre propre originalité. Et qui du coup, va décider de ce qu'on met en lumière à notre place. Et peut-être parfois prendre notre lumière. Donc il y a eu un enjeu comme ça chez cette personne très intéressant. Vous juxtaposez, vous sur votre carte, descendant Verseau. Qu'est-ce qui se passe au descendant Verseau ? Et qu'est-ce qu'il y a des planètes autour éventuellement ? Et où sont vos 2 maîtres du descendant ? Donc Uranus et Saturne. Et pour les transits évidemment, ça marche pour tous les signes, quand des choses passent au descendant, l'énergie de la chose, le soleil met la lumière, Mars active ou fait réagir, Vénus valorise ou aime, vous voyez, Jupiter prend de la place, prend de l'espace, quand vous avez une planète là, l'énergie de la planète se pose sur votre enjeu du descendant, donc sur votre projection à l'autre, sur le champ relationnel. Donc là actuellement, pour les Verseaux, début Verseau, descendant début Verseau, donc ascendant début Lion, vous avez un peu Jupiter, on va être sur une opposition Jupiter en Lion à Pluton en Verseau. Votre champ relationnel, si vous avez un ascendant début Lion ou un descendant début Verseau, ou l'inverse même pour les descendants Lion, ça va être très énergisé. Donc le champ relationnel pour les descendants Lion ou les descendants Verseau actuellement, surtout début de signe, ça va être très puissant. Ensuite, nous avons la carte du descendant Poisson. Alors, le descendant, en plus là, vous voyez qu'on a quelqu'un qui a une lune sur le descendant Poisson. Les lunes en Poisson, moi je viens d'une famille de lunes en Poisson, tout le monde a lune en Poisson, sauf moi qui suis lune en Vierge. Donc, je dénote un peu dans le paysage, mais souvent les lunes en Poisson, c'est... Enfin moi en tout cas, comme je l'ai vécu dans mon intime, parce qu'on dit souvent qu'on vit avec la lune de quelqu'un, dans le relationnel, le positionnement de la lune est essentiel. Parce que la lune c'est l'intime, c'est les émotions, les habitudes émotionnelles et affectives. Donc quand on vit avec quelqu'un, le positionnement de la lune, alors c'est pas parce que vous vivez avec quelqu'un et que la lune est au carré à sa lune, votre lune est au carré à sa lune, qu'on ne peut pas vivre ensemble. Mais ça veut dire qu'il y a un enjeu de travailler en conscience pour lier 2 conforts, chacun avec soi, dans une énergie qui a à transcender, qui a à travailler en conscience. Alors que si vous avez des lunes harmoniques, ça va plus naturellement, on se sent plus naturellement bien avec l'autre dans l'intime, là où se forge le creuset émotionnel.
les habitudes et les conforts ou les inconforts qu'on peut avoir avec l'autre. Donc la lune, ici en Poisson, c'est souvent des personnes très sensibles au spirituel et à l'artistique. Et puis parfois, bon, il peut y avoir un côté très spirituel, et quand c'est pas hyper contrôlé, ils peuvent être un peu foutraques, un peu, un peu évaporés, un peu dans les nuages, un peu dans la lune quelque part. C'est une lune assez, les lunes en signe d'eau en général, même si la lune en Scorpion c'est plus, comment dire, on a plus besoin d'être dans la quête, la recherche, parfois même la provocation. Les lunes en Poisson ou les lunes en Cancer, mais surtout les lunes en Poisson, c'est très, on est très connecté à l'environnement, mais l'idée c'est de pas s'y perdre, quoi. Mais en même temps c'est très, cette sensibilité peut être aussi assez belle. Voilà, lune en Poisson, c'est une âme d'artiste, on va dire. Donc ici, le Poisson, quand vous l'avez au descendant, l'énergie des Poissons, c'est une énergie où on va devoir, on a, surtout avec la Lune, on a besoin de donner du sens à ce qu'on vit avec l'autre. Il faut qu'il y ait quelque chose de spirituel ou même d'artistique, une musique qui vous anime, un esprit qui vous habite, que vous transmettez à l'autre. Mais évidemment, ça travaille avec l'ascendant. Donc il faut comprendre qui vous êtes, pour donner le là en tant que qui vous êtes, pour formaliser finalement cette musique que vous voulez vivre avec l'autre. Le sens et l'esprit de ce que vous voulez vivre avec l'autre. Donner du sens, un sens spirituel profond dans votre relation va être essentiel avec le descendant Poisson. Mais comme vous êtes très sensible, en tout cas une énergie très sensible des Poissons, l'ombre des Poissons qu'on peut vivre avec l'autre en venant de soi ou parce qu'on n'assume pas sa musique ou son esprit à soi, on peut parfois se perdre dans les ambiances qu'on trouve en face de soi, dans les engagements qu'on prend dans le champ relationnel. Auquel cas, on va peut-être parfois attirer des personnes qui eux-mêmes sont un peu dans le flou, sont pas tout à fait au clair avec ce dont elles ont besoin ou ce qu'elles auraient envie de vivre avec vous. Et du coup, vous allez vous embrumer par leur propre brume neptunienne, et derrière, vous aurez du mal à trouver comment faire, quoi comprendre et comment fonctionner avec des personnes qui peuvent vous influencer dans leur propre perte au niveau de leur propre sensibilité. Et au descendant Poisson, il s'agit de vous y retrouver. Parce que comme vous êtes très sensible à ce qui se passe, l'ambiance qu'il y a avec l'autre, vous pouvez vous suradapter. Vous allez vous nourrir des ambiances qui est en face de vous, de ce que les croyances que l'autre a, que les personnes en face de vous ont, vous en nourrissez. Mais alors, c'est quoi votre musique à vous là-dedans? C'est pour ça que les descendants Poissons ont un ascendant Vierge, pour comprendre. Et pour comprendre comment utiliser, vous voyez, comment vous représenter avec un instrument de musique qui sera adapté à la musique qui est la vôtre. Et pas qui s'adaptera ou se suradaptera à une musique qui n'est pas la vôtre. Ou même à une musique que personne ne comprend parce que c'est complètement flou. Donc voilà, c'est important de vous y retrouver spirituellement, émotionnellement, dans le relationnel à l'autre, si vous avez un descendant Poisson. Alors évidemment, vous regardez les planètes que vous avez autour du descendant et en maison 7, et vous regardez les 2 maîtres des Poissons, donc Neptune et Jupiter. Jupiter, c'est la part de pouvoir dans les Poissons. Je prends ma place dans cet océan, c'est une place qui est la mienne et dans laquelle je prends mon espace au nom d'un esprit qui est le mien. Et Neptune, c'est l'esprit, justement. C'est l'esprit, c'est le sens profond, quelque part, sa spiritualité, les choses qui font sens dans ce qu'on veut projeter à l'autre, dans ce qu'on comprend vouloir projeter à l'autre. Et donc, si on formalise ce qu'on veut projeter à l'autre, on formalise aussi les instruments, la forme qui nous permet de pouvoir nous reconnaître dans ce qu'on projette à l'autre. Et donc ici, par exemple, sur le cas de cette personne, donc, son Jupiter, d'ailleurs les 2 sont en sextile, hein, d'ailleurs c'est un bel aspect. Vous voyez, ça par exemple, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut avoir une vie relationnelle plutôt harmonieuse. Hein, parce qu'il y en a beaucoup dont j'ai parlé, c'était plutôt challengeant. En général, on cherche ce qui pique un petit peu pour repérer. Là, je dirais que c'est quelqu'un qui a plutôt, vous voyez, c'est des aspects plutôt harmoniques, les 2 maîtres en lien positif avec le descendant même. Donc c'est quelqu'un qui peut peut-être avoir des facilités à projeter sa musique. D'ailleurs, ça tombe bien, il est un peu musicien aussi, mais peut-être l'esprit, le sens de ce qu'il est, avec des outils qui lui correspondent, le projeter à l'autre. Et donc ici, l'enjeu de pouvoir, c'est d'amener l'esprit qui est le sien, en comprenant son histoire, en prenant le pouvoir. Alors Jupiter en soi, c'est des liens harmoniques, mais Jupiter en soi,
en signe saturnien du Capricorne, il est en chute. Donc prendre l'espace pour quelque part faire vivre une musique qui est la sienne, au-delà d'une histoire et d'une certaine forme d'austérité ou d'autorité qui aura pu le conformer. Et ça, c'est un challenge, j'ai réussi à prendre cette place, cet espace qui est le sien, pour pouvoir projeter une musique qui est la sienne, un esprit qui est, qui est le sien, notamment dans le relationnel à l'autre et les engagements qu'il prend, dans lesquels il se projette. Et Neptune, c'est aussi un Neptune qui en soi, en Scorpion, c'est jamais facile les planètes en Scorpion. Il faut chercher un travail en conscience qui amène à chercher, à creuser pour trouver son Neptune, pour trouver l'esprit qui est le sien ici. Et donc ces deux maîtres d'ascendant correspondent et sont en lien harmonique avec son descendant et la Lune. Donc Lune sur descendant, on va dire son âme d'artiste, hein, l'esprit qui est le sien, il a besoin de l'engager et de le vivre dans le relationnel. C'est quelqu'un qui aura besoin d'un sens profond dans ses engagements et dans ce qu'il vit avec l'autre. Alors qui c'est? C'est Yannick Noah. C'est Yannick Noah. Et d'ailleurs, vous voyez, les formes Pluton vierges dans lesquelles il s'identifie, elles peuvent se transformer. Il a été tennisman, il a été musicien, puis il a été un petit peu d'autres choses. Et dans ce qu'on voit de lui, mais si ça se trouve, on va apprendre, comme pour Patrick Bruel ou d'autres, que c'est un affreux pervers, hein, bon, j'en sais rien. Mais a priori, l'image qu'on en voit, mais on ne sait pas tout, c'est pas quelqu'un qui, je sais pas s'il a eu sûrement on a tous des difficultés dans le relationnel, mais l'image qu'on s'en fait, c'est quand même quelqu'un de plutôt artiste et voilà, qui a, en tout cas, qui donne plutôt une belle image de ce qu'il projette, quoi. Donc d'où les liens peut-être harmoniques, mais par contre dans son histoire, hein, trouver lui-même sa musique, son esprit, les choses qui font sens pour lui, s'y retrouver lui. Il y a dû avoir un peu de recherche et un peu d'aller au-delà de certaines autorités ou concrets avec lesquels il s'est construit et qui l'ont forcément un petit peu conditionné et dont il a dû un petit peu se libérer pour prendre son espace jupitérien. Donc voilà, mon conseil pour le descendant et pour l'étude de votre descendant. Déjà, le premier travail de l'astrologue, c'est le repérage. Donc vous repérez bien où se situe le descendant, en quel signe, quel est l'enjeu du signe en question, comment vous le juxtaposez à vous, dans le domaine du relationnel, de ce qu'il y a en face de vous. À la maison 7, c'est en face de vous, je suis en face de vous, là je suis dans votre maison 7, vous êtes dans la mienne, mais je ne vous vois pas tout à fait, mais bonjour quand même. Et c'est le couple, c'est l'engagement. Si vous faites par exemple de la synastrie, vous faites appel à mes services pour une synastrie, la synastrie, c'est une comparaison de deux thèmes. Après, au-delà de ça, on peut comparer plus que deux thèmes, mais on peut rentrer dans des études familiales ou des études de groupe. Je propose aussi ça sur mon site, vous allez sur astrocaca.fr si ça vous intéresse. Et ce qu'il faut regarder, c'est par exemple sur l'amoureux, hein, il y a le côté passion amoureuse en maison 5, puis il y a le côté engagement de couple maison 7. Il peut y avoir, si vous cherchez à rencontrer des gens, par exemple en transit, vous regardez chaque année, hein, Vénus fait le tour, à un moment donné, vous allez avoir une période où Vénus va être sur votre maison 5, elle passe en maison 6, elle arrive en maison 7. Donc ça va être une période là, comme ça, chaque année, on va dire environ 2-3 mois, qui sont peut-être, voilà, potentiels, valorisants, plus positifs que d'autres périodes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un à d'autres périodes que quand Vénus est dans votre maison 5 ou dans votre maison 7, bien évidemment. Mais on va dire qu'il y a une énergie sur vous qui va être un petit peu plus favorable, plus valorisante quelque part. Hein, avec Vénus, on parle d'amour. Et puis observez, évidemment, de manière toute particulière, les planètes lentes, quand elles arrivent sur votre descendant. Une planète lente sur un point d'angle, ça n'arrive pas tous les jours. Jupiter, ça arrive tous les 12 ans. Saturne, ça arrive tous les 29 ans et demi. Pluton, ça arrive tous les 260 ans. Donc si vous avez Pluton sur le descendant, il y a des chances, déjà, c'est pas obligé. Sauf si on vit 260 ans, et qu'on prend à ce moment-là beaucoup de vitamines, mais c'est un passage très important. Plus c'est rare, plus c'est important. Et Uranus sur le descendant, comme je l'ai dit précédemment, notamment les Uranus dans le signe du Taureau, là Uranus vient de terminer son passage en Taureau, Uranus sur un descendant Taureau, ça apporte un petit peu la tempête de l'évolution, et Uranus, comme je le dis souvent, c'est aussi la planète des divorces. Pas obligé que ce soit du couple, hein, une notion de divorce, une notion d'évolution, de prise d'indépendance.
ça a pu générer pas mal pour les personnes qui avaient un descendant taureau, et donc forcément un ascendant scorpion, les dernières années. Voilà. Aujourd'hui, Uranus, il est en Gémeaux, et Pluton est en Verseau, et les deux forment un trigone. Donc si vous avez, vous, un descendant, donc un ascendant début Lion, un descendant début Verseau, il y a peut-être du mouvement dans les engagements que vous prenez, peut-être le travail, peut-être le relationnel, peut-être le couple, peut-être ce que vous avez envie de projeter, peut-être comprendre les choses différemment, communiquer différemment. Ça peut être intéressant. Donc, je vous remercie pour votre attention. C'est toujours un peu plus long ces vidéos, signe par signe. Évidemment, ce n'est qu'un résumé, parce que là, ça va faire, je sais pas, 1 heure et quelques cette vidéo. Ce n'est qu'un résumé. On pourra en parler des heures, et moi, j'ai pas votre thème à vous personnel. Donc, appliquez ça à votre thème personnel, et si vous ne sentez pas que vous avez besoin de l'opinion d'un professionnel ou d'une étude d'un astrologue, moi je suis là, où il y a d'autres astrologues, et vous pouvez par exemple demander à moi ou à quelqu'un d'autre, moi je m'occupe de ce que je fais moi, une étude peut-être particulière sur le descendant, ou sur la question relationnelle, ou prendre une étude en synastrie. Parce que la question du relationnel, ça peut s'étudier sur une carte individuelle, sur votre carte à vous, mais évidemment s'il y a une personne qui est objet de votre attention, parce que vous êtes en couple avec, parce que si, parce que ça, parce que vous posez même des collègues de boulot, ou autre chose, ou un enfant, vous posez des questions sur la combinaison de vos énergies, c'est toujours très intéressant à regarder. Alors soit vous faites appel à une étude, voilà, moi c'est, vous allez sur alors est-ce que j'ai mis le machin, voilà, c'est ça, bon, comme ça on voit directement, vous allez sur, vous tapez Astro Caca, vous allez sur internet, vous tapez Astro Caca, vous tombez sur le site, hop, vous allez à prestations, c'est ici, vous prenez études astrologiques, hop, et vous avez là, étude de la synastrie, vous cliquez dessus, où est-ce qu'elle est, voilà, comparaison de 2 thèmes en synastrie. Voilà, mais sinon il y a le thème natal, où on peut voir, voilà, si vous posez des questions sur l'enjeu relationnel par exemple, c'est des choses qu'on peut regarder. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas un bel apprentissage de l'astrologie, de bons transits parce que c'est assez costaud en ce moment, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.